Bonsoir, heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cette émission. Carte sur table, 21h, 23h. Voilà, monsieur, un seul thème ce soir, vous le savez certainement, depuis ce lundi, on parle de campus mort au Cameroun. Dans certaines universités, les enseignants sont absents des amphithéâtres. La cessation d'activité, selon le SINES, le syndicat national des enseignants du supérieur, cette cessation court jusqu'au 30 janvier prochain. Évidemment, c'est le fruit d'une grève qui a été annoncée au préalable et qui est donc en vigueur depuis quelques jours déjà. Les représentants ici sur le plateau nous diront exactement de quoi il en est, de quoi il en ressort, pourquoi il y a grève dans les universités camerounaises. Mais au-delà de cette question de grève, l'occasion nous est offerte ce soir de mettre sur la table les questions de l'université camerounaise. Université camerounaise, qu'est-ce qui fait problème? On va 2 heures durant essayer de déblayer donc cette thématique-là à travers quelques petites rubriques, hein, si on peut le dire comme ça, la recherche universitaire, les enseignements, les filières professionnelles. On va également parler du comité consultatif interuniversitaire, entre autres sous-thèmes qu'on pourra développer pour comprendre exactement la problématique de l'université, le cadre dans lequel les enseignants évoluent, si davantage l'environnement est favorable à un meilleur épanouissement académique des étudiants. 4 invités ce soir, tous des universitaires. D'abord, le docteur Béma, qui est avec nous, Marcelin. Il est enseignant, même si on a également le militant du RDPC ce soir. Ce sera d'ailleurs le seul qu'on présentera sous sa casquette politique. Donc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux collègues qui sont ici comme des co-panélistes. Bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir. Je ne peux pas ne pas dire bonsoir au tout nouveau premier président de la région, du conseil régional du littoral, j'ai nommé Honorable Banlo Polycap. Bonsoir à tous les Camerounais. Pourquoi spécifiquement lui? Je suis du littoral. D'accord. Et nous sommes du même parti. Je ne pourrais pas citer tout le monde. D'accord. Ouais, c'est une première pour vous. Hein. Merci vraiment d'être là ce soir avec nous. Oui. C'est la première fois qu'on fera cette émission ensemble. Dans la diagonale, on a le docteur Jeannette Wogeng Fosso qui est également là ce soir. Elle est membre évidemment du SINES. Bonsoir, doc. Bonsoir, Monsieur Dipita Tongo, et bonsoir à nos téléspectateurs et un salut particulier à nos collègues qui observent le mot d'ordre de grève. Merci également d'être là. De l'autre côté, à votre gauche, on a le professeur Charles Gadifnan. Bonsoir, prof. Bonsoir. Je voudrais, comme nous sommes dans le mois de janvier, souhaiter présenter mes vœux les meilleurs à tous vos téléspectateurs que j'imagine très nombreux de par l'audience exponentielle de votre émission. Je voudrais également les renouveler aux autres membres du panel avec qui nous allons croiser le verbe tout à l'heure. Et je voudrais brûler d'ores et déjà un cierge à tous les enseignants qui assurent au moins le service minimum en toute responsabilité dans les universités d'État. Je voudrais noter, évidemment, effectivement, ça fait également un moment qu'on ne vous a pas eu sur ce plateau. Merci. Ça se justifie aussi, puisque gérer un département aussi costaud comme celui de sociologie, chef de département, ce n'est pas une tâche facile, et puis il fallait s'occuper de l'essentiel. Merci de vous être sacrifié ce soir pour les questions universitaires. Et puis, à ma droite, on a également un visage qu'on avait quelque peu perdu dans le cadre de cette émission, bien d'autres sur cette antenne. Le professeur Balana, Yvette, qui nous revient ce soir. Merveilleux, bonne année également, prof. Bonne année, Monsieur Tongo. Je suis heureuse de retrouver votre plateau. Je salue mes collègues dans le panel. Voilà. Avant peut-être de prendre la première transition, je vais convoquer l'observation de chacun de vous. On dit la grève, elle est en vigueur depuis hier. Je veux dire, à 7 heures, est-ce qu'on peut faire un état des lieux? Y a-t-il grève effective? À quel pourcentage? Si tant il est que elle n'est pas générale ou globale. Je vais peut-être commencer par les syndicalistes. Jeannette Wogeng. Oui, merci Monsieur Dipita pour cette question. Je vais commencer par faire
une petite observation sur la qualité et les origines des membres, parce que je me rends compte que vous avez invité sur votre plateau essentiellement les enseignants d'une faculté et les enseignants d'une université. On aurait souhaité que on ait des enseignants d'autres universités, pas parce que les collègues qui sont là sont incapables de répondre aux questions, d'échanger, mais au moins c'est pour que, parce qu'on donne l'impression que c'est la faculté des lettres et dans l'université de Douala qui est en train de faire grève et qui pourront mettre en difficulté les responsables non seulement de l'institution et aussi de l'établissement. Donc c'est ce que je tenais à relever parce que lorsque le prédécesseur du recteur actuel a été démis de ses fonctions, il a été dit que c'était la coordination de l'université de Douala qu'il avait fait partie. Ce n'est pas le cas. Donc j'ose espérer que M. Dipita n'a pas un plan en invitant seulement les enseignants de la faculté des lettres et qui plus est les enseignants de l'université de Douala. Permettez-moi de dire un mot à votre suite. Simplement que pour des raisons de proximité, il nous est plus léger, plus facile d'avoir les enseignants de l'université de Douala. Je vais vous faire une petite anecdote. Vous savez, nous sommes mardi. Alors quand nous invitons quelqu'un d'une ville autre que Douala, pour être là mardi soir, il prend son mardi, si jamais il vient de Yaoundé. Il faut qu'il parte de Yaoundé au plus tôt à 11h. Ça veut dire qu'il est parti de chez lui à 10h. Donc il a foutu sa matinée, sa journée. Et il part de Douala le lendemain. Donc il a foutu son mardi et son mercredi. Pour dire que la difficulté de cette émission, effectivement, c'est de pouvoir rassembler des personnes qui viennent des villes autres un mardi soir. Donc je veux dire indépendamment des autres prises en charge et autres. Donc le syndicat, c'est un mouvement national et je sais que vous êtes là sous la forme de la représentativité. Donc je voudrais simplement rassurer le recteur qu'il n'est pas question... Et le doyen. Et le doyen, leur dire qu'il n'est pas question pour nous d'organiser une émission contre l'université de Douala. On pose une thématique globale avec l'expertise, Dieu merci, je vous en remercie encore, des enseignants sur place ici à Douala et qui ont accepté de venir en parler. Oui, c'était bien de le relever parce que chacun défend là où il est. Nous, on défend en priorité l'université de Douala, malgré les insuffisances que nous pouvons y retrouver. Il faut dire que la grève est une grève nationale, dont elle ne concerne pas que l'université de Douala. Elle concerne l'ensemble des 8 universités camerounaises. Et dans toutes ces universités, il y a des enseignants membres du syndicat ou membres sympathisants. Et ce sont eux qui observent le mot d'ordre de grève. Le mot d'ordre de grève est dû à quoi? C'est le non-paiement de la 4e tranche de la prime de modernisation due aux enseignants pour le compte du 4e trimestre. C'est une prime qu'on aurait dû recevoir depuis le 15 janvier. En principe, on devait recevoir cette prime le dernier vendredi du mois de décembre, mais au regard du centre des responsabilités qui anime les membres du bureau exécutif national, il a été proposé qu'on donne 15 jours au ministère de tutelle et ainsi qu'au ministère des Finances pour ajuster les dossiers. Et on a donc été surpris que passé le 15, on n'était pas rentré dans nos droits, sachant les difficultés qui sont déjà les nôtres pendant cette période de la pandémie à Covid-19. Donc, ceux qui croient en nous, au rôle qui est le nôtre, observent le mot d'ordre de grève. Et de notre point de vue, il est clair que le mot d'ordre de grève a été observé par on va dire la quasi-totalité des enseignants, nonobstant quelques responsables académiques qui, au prétexte du droit de réserve, n'observent pas le mot d'ordre de grève. Encore que même s'ils n'étaient pas des responsables, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde observe le mot d'ordre de grève. D'accord. Vous avez la même observation donc? Oui, en fait, comme le collègue vient de le dire, il y a un malaise. Et nous tous, nous qui nous sentons sympathisants ou bien membres du SNES, nous avons tous observé, nous observons le mot d'ordre de grève parce que même ce matin, moi je suis passé à la banque, il n'y a rien. Donc je continue à rester chez moi. Prof, voilà. Mais moi, je voudrais aller dans le sens de ma collègue pour insister sur la mise au point qu'elle vient de faire, parce que le SNES est dans un processus de renaissance, de restructuration,
et est sensible au dialogue qui est instauré avec l'instance gouvernementale. Parce que lorsque nos pères ont créé ce syndicat, ce n'était pas le cas. Alors, nous parlons ici, ma collègue et moi, au nom du BEN SINES, le Bureau exécutif national du SINES. Elle a vraiment bien fait de faire cette mise au point, parce qu'il faut relever que lors de notre Conseil national qui a eu lieu à Tchang en juin 2020, elle a été portée, élue comme secrétaire nationale à la communication, et moi j'ai été élue conseillère du BEN. Donc c'est dans ce cadre que nous parlons, et je suis tout à fait d'accord avec elle qu'on ne lise pas ce panel comme un panel contre les responsables de l'université de Douala, avec lesquels nous avons engagé un certain nombre de discussions, qui nous ont fait des promesses, et nous avons une université en chantier, et nous attendons que les promesses qui nous ont été faites soient honorées. Voilà la mise au point. Mais en tant que syndicalistes, nous continuons le combat qui est celui que le BEN SINES entend mener avec beaucoup plus d'ardeur, le combat qui consiste à transformer l'enseignement supérieur du Cameroun, le combat qui consiste à aboutir à une transformation structurelle profonde des conditions de la recherche. Et quand on parle des conditions de la recherche, on parle des conditions de vie de celui qui fait la recherche, parce que c'est la ressource première de la recherche. Donc, le débat qui est celui de savoir si la grève a marché ou pas ne nous intéresse pas. C'était juste pour avec nos téléspectateurs, qu'on essaye quand même d'avoir un aperçu. Je vous comprends. Donc, il y a grève. Maintenant, les pourcentages ne nous intéressent pas. La grève est un moment où nous nous adressons d'une autre manière, parce que nous avons des rencontres avec les instances gouvernementales du Cameroun. On s'adresse d'une autre manière à ceux qui nous dirigent. D'accord. Voilà. Ok, je crois que c'est, comme la collègue le dit, le problème n'est pas tant de savoir le taux d'exécution ou bien d'adhésion au mot de grève qui a été lancé. Mais il me semble quand même une certaine aberration qu'il faut peut-être vite faire d'évacuer relativement au motif qui légitime ce mot de grève, le non-paiement de la prime de modernisation en son 4e trimestre. Il me semble quand même que cette prime est en vigueur depuis 2008. 9. Et 2009. Bon, 2008-2009, je crois, l'année académique. Alors, il me semble que le 4e trimestre devait arriver à échéance le 31 décembre. Et nous sommes le 26. Donc, je crois que c'est quelque chose comme 2-3 semaines environ. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une certaine fébrilité à conclure à un non-paiement d'une prime juste après 3 semaines, compte tenu des conjonctures, des glissements des dates ou de programmation budgétaire? Il me semble que c'est peut-être très tôt. Et c'est peut-être prêter le flanc aux autres composantes de la société qui nous regardent quand même, les enseignants d'université. Après 3 semaines, qu'on en vienne à la suspension des activités académiques, il me semble qu'il y a quelque chose d'irresponsable, au moins ce qui se glisse. Deuxièmement, ramener l'objet de cette grève au non-paiement relève curieusement, paradoxalement et malheureusement d'une vision que je qualifierais de nombriliste, de stomacale et même d'alimentaire, parce que c'est une prime, ce n'est pas un salaire. Est-ce que le problème crucial, fondamental, dans l'ordre taxonomique des problèmes, des écueils que l'enseignement supérieur a, est-ce que c'est tant cette prime? Et que même si on rentrait dans les SEM et la terminologie de ce concept, c'est dès qu'une prime. Sauf à considérer que c'est un salaire, c'est le salaire qui est dû, et il me semble que les salaires sont passés. Donc je voudrais quand même, toute proportion gardée, rester sur cette curiosité. Oui, mais professeur, je veux dire, compte tenu de notre contexte, si votre employeur vous promet une prime,
qui la paye depuis un moment et puis un jour il cesse de la payer, vous vous en inquiétez tout de même. Ça devient à la limite un droit. Je crois qu'il n'y a pas une volonté ou un texte qui dit qu'elle ne doit pas être payée. D'accord. Et vous comprenez comme moi, ce que nous vivons, je ne me mets pas à la place de l'État, mais j'ai dit 3 semaines, c'est quand même très tôt. Et même, est-ce que c'est cette prime? Nous avons des problèmes d'infrastructure, nous avons d'autres problèmes liés. Pourquoi c'est seulement cette prime qui fait problème? D'accord. Vous avez mis le pied dans le plat. Je voudrais donc signaler qu'effectivement, on parle ici du paiement de la prime spéciale de la modernisation et de la recherche universitaire pour le compte de l'année 2020, qui est aussi l'une des attentes en fait, des grévistes. Il est à noter, hein, il est bon de le savoir, que par trimestre, un enseignant assistant a droit à 385 000 francs, alors qu'un chargé de cours s'en sort à 680 000, un maître de conférence, quant à lui, plus de 860 000, et un professeur, 1 million de francs concernant cette prime-là. Cela dit, on était davantage dans l'entrée. On va peut-être prendre la transition pour véritablement aborder les différents axes des thèmes de ce soir. D'accord. On va peut-être faire la transition. Alors, venons-en, peut-être on va disséquer donc ensemble la problématique globale. Je l'ai dit, la prime est le prétexte, tout comme la grève. Mais la problématique autour, c'est certainement la recherche universitaire. Donc, de quoi elle en ressort? À propos de la prime ou de la recherche universitaire. Avant de répondre à votre question, l'histoire de la prime, c'est un problème de gouvernance. D'accord. Le chef de l'État n'est pas, permettez-moi d'être un peu grossier, un fou, en mettant à la disposition des enseignants une prime depuis le 9 avril 2009 pour, dit-on, faire de la recherche. Lorsqu'il l'a fait, il n'y a pas de raison qui explique pourquoi est-ce qu'on n'est pas payé à date. Parce que c'est le même gouvernement qui a dit les enseignants du supérieur, tout grade confondu, doivent être payés le dernier jour ouvrable au plus tard 14h30 de chaque trimestre. Donc notre problème, c'est que quand le chef de l'État a émis ce décret, il faut bien que ceux qui doivent exécuter ces décrets puissent le faire. Peu importe les analyses que les uns et les autres peuvent faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est responsable, est-ce que c'est irresponsable, qu'on fasse ce que le chef de l'État a dit. Moi, je n'ai pas encore vu une émission où on parle de la prime des magistrats, de la prime des médecins, de la prime des douaniers. Pourquoi est-ce qu'on veut donner l'impression que c'est l'enseignant du supérieur qui est un être irresponsable? Nous, ça nous pose problème. Que chacun défende sa chapelle, mais il me semble que on veut donner l'impression que l'enseignant est un irresponsable. Oh que non! Notre sens de la responsabilité nous a amenés à ne même pas faire grève depuis. Parce qu'on est censé déposer la craie. Il y a un cadre de concertation permanent entre le MINESUP et le CINES. C'est dans le cadre de ce dialogue que on a proposé qu'on leur donne 15 jours de plus pour pouvoir mettre à disposition ces avoirs-là. Par ailleurs, c'est depuis le mois de septembre que le Bureau exécutif national demande une audience auprès de M. le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur en vain. Donc, la troisième tranche, M. Dipita Tongo, vous n'avez pas entendu que les enseignants ont fait une grogne quelconque pour en être bénéficiaires, parce que le Bureau exécutif a déposé un courrier, je peux vous donner la copie, d'une lettre auprès du ministre pour dire rappel du paiement de la troisième tranche. Lorsque on demande audience pour parler de tout cela et que l'audience est refusée, à quoi est-ce qu'on s'attend? Pas plus tard que le 17 décembre 2020, il y a eu une rencontre, cadre de concertation permanent, et les enseignants du supérieur, le CINES et les autres syndicats de l'enseignement supérieur y étaient représentés. On a rappelé justement le paiement de la quatrième tranche de la prime de la modernisation. On nous a dit que non, notre prime ne souffrait pas, que la prime ne souffrait de rien. Donc on est aujourd'hui surpris que on pense qu'elle ne soit pas encore payée. Ou comme vous dites, qu'elle n'est pas encore payée. Encore que le Bureau exécutif national a envoyé le communiqué le 15
janvier 2021, le 19, le ministre d'État a directement sorti un communiqué qui rappelait qu'il va commencer le paiement par billetage le 22 janvier et les virements le 28. Donc, n'étant pas certain que les virements vont être faits, je suis contente que Dr Mbema ait rappelé que lui, il est passé à sa banque et il n'a pas encore eu son argent. Mais pourtant, c'est un membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il aurait pu mentir en disant qu'il a déjà eu sa prime. Est-ce qu'on manque RDPC? Voilà, je ne sais pas. Mais quand même, donc il est important qu'on restitue les faits. Ce n'est pas tant le fait d'être trop rattaché. Et moi, je dis c'est un droit. Comme on nous l'a donné, il n'y a pas de raison que ceux qui doivent exécuter n'exécutent pas. Ce n'est que ça la difficulté. Ceux qui ont essayé de tendre une oreille de ce côté, il se pourrait que le gouvernement essaye de faire les arbitrages, vous savez, avec les tensions de trésorerie, le gouvernement sur des fronts, le ministère des Finances. Monsieur Dipita, je vais vous interrompre en disant... Laissez-moi moi finir. Non, je vois la suite, je vous vois. Voilà. Laissez, je connais vos idées sur ce plan-là. Non, c'est pas une idée, c'est... Votre développement... Monsieur Dipita, pourquoi est-ce que c'est le corps enseignant qui doit être traîné dans la boue? That is my question. Pourquoi? Est-ce qu'on a vu d'autres corps ne pas avoir de problème? Parce que, comparaison n'étant pas raison, quand les députés ont eu leur voiture pendant la Covid, là, est-ce que ça a fait l'objet d'une discussion quelconque? Eux, ils ne sont pas plus citoyens que les enseignants du supérieur. Et puis, M. Dipita, qui que nous soyons, nous sommes passés par une école. Même l'école de la maison, il y a quelqu'un qui nous a éduqués. J'ai souvent tendance à comparer la place de l'enseignant à la place de la mère. Qui que vous soyez, vous êtes passé par... Vous avez séjourné dans le ventre d'une femme. Donc on arrête de nous dire que non, l'État fait des arbitrages. Pourquoi quand cet État en qui nous faisons tant confiance fait des arbitrages, c'est nous qui devons être le parent pauvre? D'accord. Il y a des fonds, on est d'accord. On est en train d'organiser le champ là. Pourquoi on n'a pas dit que, ok, comme on a des problèmes de trésorerie, le champ, on va repousser? Encore que c'est pendant la pandémie. Que le champ a connu beaucoup de glissements. Oui, les glissements, on n'en disconvient pas. N'oubliez pas que nous sommes pendant la pandémie à Covid-19. On voit bien que tout le monde ne porte pas le masque au stade. On pouvait dire au nom cette volonté-là de protéger la santé des Camerounais, on va repousser à 2022. Pourquoi eux, ils n'ont pas de problème et c'est nous qui la problématique. L'opportunité, le prof Gagine a quand même relevé un élément, je veux dire, sur l'opportunité de la grève au regard des délais. Je veux dire, nous ne sommes qu'en janvier, la prime en 3 semaines de retard ou alors de décalage. Est-ce que ça fait fondamentalement... Moi, je vais reprendre la parole. Monsieur Dipita, vous savez, il y a des collègues qui ont des conférences, ils ont des papiers à présenter. Ils ont même payé des visas, des billets d'avion. Ils doivent payer des billets d'avion. Vous venez dire qu'on est pressé. Non, moi, ça me pose problème. Hein. Je comprends votre... Mais est-ce que ces colloques n'attendaient que... Je comprends votre... Non, c'est un problème d'échelonnement. Si votre colloque, c'est en janvier, je comprends. Vous savez que vous aurez votre prime en décembre et vous allez donc utiliser votre argent pour y aller. Je comprends la charge du combat, du combat que vous menez, du message que vous entendez passer ce soir. Mais je pense que si on ne prend pas la parole chacun à son tour, on pourrait ne pas... Je suis désolé, je m'en excuse. Vous êtes tout excusé. Merci. Allons-y. Oui, par rapport à ce que le prof a dit, moi je pense que nous sommes dans une coopération. D'accord. Tous les enseignants en principe devraient être membres ou sympathisants du SINES. Parce que le SINES n'est pas seulement là quand l'enseignant a des situations. Parce que nous avons suivi, nous avons été nous-mêmes victimes et c'est par le SINES que nous avons eu peut-être la situation sauve. Sinon, donc moi, je me ressens comme un enseignant membre du SINES. Donc quand on demande qu'on arrête les activités, je ne peux pas dire parce que je suis dans le RDPC ne pas arrêter les activités. Nous avons vu ici la coopération des avocats. Vous avez invité les avocats ici qui sont dans le RDPC, mais qui ont défendu leur idéologie par rapport à leur coopération. Nous sommes les enseignants. La question est là, pourquoi ce n'est que les enseignants? Quand on paye les primes à d'autres catégories de personnes, on n'entend pas le bruit. On ne sait même pas s'ils ont des primes. Pourquoi c'est seulement chez les enseignants? Quand ça revient aujourd'hui, parce que c'est récurrent,
C'est récurrent. Nous avons pensé que la gestion de cette prime, de ce fonds au ministère de l'Enseignement supérieur a été problématique. Ça a créé beaucoup de situations auparavant. On a reversé ça au ministère des Finances. On croyait que ça allait aller. Maintenant encore, on retombe dessus. On nous a payé en janvier. Ça n'a pas eu de problème. Et moi-même, je dis, la prime n'a pas besoin de retard. La prime n'a pas besoin de retard. On n'attend pas le retard. On dit que non, c'est par rapport à 30 jours. Si on fait 30 jours 3 fois, ça va faire un trimestre. Et puis on va confondre entre le premier et on ne sera plus à quelle semaine on se trouve. Il faut que la prime soit payée normalement. Donc moi je dis ceci, dès qu'on prend en charge la situation, il faut vraiment qu'on prenne en charge la situation des enseignants. Moi je ne suis pas d'accord qu'on puisse dire que les enseignants ont leur salaire. Non. La prime a sa place dans le salaire par rapport au salaire qu'on a fait cette prime. Si la prime n'avait pas sa place, on n'aurait même pas dû l'évoquer. Le chef de l'État n'aurait pas mis cette allocation-là pour ça. Parce que, comme disait tout à l'heure le docteur Fongé, les enseignants ont des programmations par rapport à leurs activités académiques. Et il n'y a pas de fonds qui puissent... Les enseignants financent leur propre recherche. Et c'est par rapport à cette situation, à l'allocation familiale, qu'ils peuvent de temps en autre se mouvoir dans tout le pays. Pour sortir un papier, ce n'est pas 10 francs. Et si vous prenez tout le temps dans votre salaire, ça va être une situation à la maison. Soit c'est l'enfant, soit c'est madame, soit c'est le loyer, soit c'est le tout. Nous sommes ici tous personnes encore construites. Notre situation ne nous permet même pas d'être... Dans cette situation-là, je pense que l'État devrait regarder de ce côté et voir comment est-ce qu'on peut faire que l'enseignant puisse toucher sa prime régulièrement sans que cela ne fasse de bruit. Encore que quand vous avez même la prime, quand c'est énoncé, il y a eu des enseignants qui ont été agressés parce qu'on leur a dit que bon, la prime est déjà passée, il est passé à la banque, il est arrivé chez toi, tu trouves que les gens sont... Pourquoi ça fait tant de bruit? Ça ne devrait pas faire tant de bruit. Mais, oui, à la suite du collègue, je crois que... de mon point de vue, il n'y a pas d'éloge, il n'y a pas d'éloge ou d'apologie qu'on puisse faire pour un quelconque retard. Mais je voudrais qu'on se replonge un peu dans l'histoire. Le 4e trimestre de l'année passée a été payé avant les salaires, le 12. Le 3e Le 12 janvier, oui. Et je crois que depuis 12 ans, je crois qu'il n'y a pas d'arriéré. Ça veut dire que ça finit quand même par être payé. Mais pourquoi ne sommes-nous pas aussi prompts à brûler un siège à cet État ou à ce ministère de l'Enseignement supérieur ou des Finances qui débloque ces fonds quand c'est payé bien avant l'échéance convenue? La rentrée nous avons repris les cours, je crois, le 5 janvier. Quand vous enlevez les jours non ouvrables, on a à peine une dizaine de jours. Le problème n'est pas tant qu'elle ne sera pas payée ou non, mais en 10 jours, est-ce que c'est vraiment responsable de conclure à cela ou alors de ramener tout le problème de l'enseignant du supérieur à cette prime? Il y a quand même un problème de planification et d'agencement. Cette prime, je crois qu'on a eu les 3 premiers trimestres. Attendre un colloque sur la dernière, ça veut dire qu'on manque quand même de planification et puis de gestion. Ça, il faudrait le relever et le reconnaître. C'est un retard de moins de 10 jours ou 12 jours ouvrables. Et c'est très tôt. Et c'est ramener l'enseignant du supérieur à cette dimension alimentaire liée à la prime, qui n'est qu'une prime de la modernisation. Chacun de nous cumule au moins 8 ou 9 années de cette prime-là. Mais je crois qu'il y a quand même des réserves qu'on puisse faire et dire que tous les enseignants du supérieur ont des colloques greffés sur cette prime. Mais nous sommes combien de milliers? Nous allons à ces colloques où? Et puis je ne voudrais pas trahir peut-être d'autres corporations, mais je dis qu'il y a des secteurs aussi névralgiques que l'enseignement supérieur. Je ne voudrais pas peut-être les citer, la médecine et la justice. Ils ont les mêmes problèmes, mais je crois qu'ils savent tout au moins tenir leur langue et laver le linge en famille. Donc je crois qu'il y a ce fait, et ça, on peut le vérifier. Et je vais peut-être finir par là. La prime, quand elle finit d'être payée, je crois que l'État est même très gracieux. Est-ce qu'il y a un point qui est fait par rapport à cette gestion? Je crois que cette prime aide beaucoup à résoudre d'autres problèmes de famille que la recherche. Et là, je parle de l'autorité d'enseignants du supérieur.
et de responsables administratifs selon l'évaluation que j'ai faite au niveau des enseignants qui sont peut-être sous ma responsabilité ou bien des autres départements. Donc, je crois que la prime règle autre problème que la recherche. Oh, ça va là. Vous faire la pisserie, s'il vous plaît. Monsieur Tongo, je vais faire quelques mises au point. D'accord. Nous avons notre mot d'ordre de grève. C'est une seule page. D'accord. Il y a 2 points saillants. Dysfonctionnement du Fonds spécial d'appui à la modernisation de la recherche. Ambiance générale délétère dans les campus des universités d'État. Et pourquoi ambiance générale délétère? On nous parle de la 4e tranche depuis que nous sommes en grève. On ne parle pas des prestations en interne. Vous savez, on voit le CINES quand il sort. Mais les gens ne connaissent pas le travail du CINES en interne et en collaboration avec l'instance gouvernementale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dont le MINESUP. Donc la grève n'est qu'un bout visible de l'iceberg du travail que les syndicalistes font. Je vais donc faire quelques mises au point. La première mise au point est celle-ci. Depuis quelques heures ou quelques jours, parce qu'on a commencé la grève hier, on a des francs-tireurs qui sortent à la télé, je ne sais pas à quel clan ils appartiennent, qui viennent parler de la légitimité de cette prime, de son bien fondé, de sa justification. Je réitère, au nom du Ben Sines, je dis que cette prime est un décret du président de la République du Cameroun. C'est un décret. Et je crois que les juristes savent ce que c'est qu'un décret du président. Et on n'est pas là pour le discuter, pour dire est-ce qu'il faut leur payer cette prime. Cette prime, le président n'a pas décidé de la payer à partir de rien. Alors, ceux qui sont en train de vouloir attirer l'attention de la communauté nationale sur le bien fondé de cette prime, sur la bonne utilisation de cette prime, qu'ils sachent qu'il n'y a pas encore un décret qui a remis en cause la prime à la modernisation de la recherche. Le décret que le Ben Sines attend, et le CINES dans sa globalité, c'est un autre décret qui ne va pas enlever la prime, qui va certainement la mensualiser et l'augmenter. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et pourquoi on a plusieurs sons de cloche? Parce que la communauté universitaire, la communauté des enseignants est diverse. Il y a ceux qui sont nommés, qui chaque jour déchargent des États parce qu'ils ont été nommés. Sur quelle base? C'est leur affaire. Il y a ceux qui ont des affaires dans les quartiers, parce qu'un universitaire est un expert. Vous allez les voir, ils ne vont pas bouger les petits doigts, ils ont leur cabinet. Il y a des enseignants du supérieur dans leur majorité qui ne sont que de simples enseignants. Et je répète que le mot prime, le prime n'est pas un cadeau. Quand le président veut faire les dons, la communication officielle est claire. On dit un don du président. La prime est un supplément du salaire. On peut aller ouvrir nos dictionnaires. La prime est un supplément du salaire. Donc ce que le Ben Sines attend actuellement, c'est que cette prime soit augmentée ou alors que cette prime soit mensualisée afin que les salaires des enseignants du Cameroun, en général même, primaire, secondaire, maintenant, mais nous sommes encore dans le supérieur, que nos salaires ressemblent à ceux des pays moins riches que nous, africains, ou alors à richesse presque égale à la nôtre. Donc, que les gens qui viennent là pour discuter de la légitimité de cette prime, prise en son âme et conscience par le président de la République du Cameroun, qui sachent qu'ils ne vont pas se substituer à lui et qu'il n'y a pas un autre décret qui est déjà sorti pour enlever cette prime et que ça doit être leur fantasme. Et qu'il y a des enseignants qui n'ont que leur enseignement et qui travaillent sur cette prime. Pour vous donner un exemple, moi je vais organiser un colloque pour jeunes chercheurs en mars. Mon doyen va financer. On n'est pas venu ici dire que nos autorités ne financent pas la recherche. Il a financé le même colloque l'année passée. Le recteur, je suis allé le voir avec le dossier, il m'a dit, professeur, je vais financer. Il a vu le dossier. Mais il va financer, vous connaissez, les lenteurs sur le plan administratif. Aujourd'hui, nous avons déjà reçu les propositions, des centaines de propositions de par toutes les universités du Cameroun, d'État du Cameroun, et même ailleurs. Le comité scientifique a travaillé pendant les fêtes de Noël. Il avait une prime sur sa table. Si des gens ont d'autres avantages ou d'autres choses autour de leur salaire, qui ne mettent pas l'enseignant de l'université classique dans la même
dans la même case. Et puis, je vais vous dire des choses que le SINES sait. Alors, je vous parle. Tout le monde attend la prime. Les recteurs, les doyens, les enseignants nommés, ils sont là, ils nous écoutent ce soir, ils attendent la prime. Ils attendent la prime. Hein. Mais dès que le SINES sort, on fait semblant, on fait croire que le SINES est une sorte je sais pas, de corporation d'anti-patriotes qui se plaignent. Le problème de cette prime, quand nous parlons de dysfonctionnement, c'est que je me rappelle bien la 4e tranche de l'année passée. En avril, nous étions en avril, il y a des enseignants qui n'avaient pas reçu, je dis en avril de 2020, il y avait des enseignants qui pleuraient dans le campus. C'est pas pour se moquer de moi-même, j'étais dans le cas. Et je pleurais aussi ma prime. Je ne suis pas ridicule pour cela. Parce que les gens s'enrichissent ici, ils vivent sur d'autres choses et ils vont venir faire croire aux autres Camerounais qui n'attendent que leur salaire, que ces Camerounais-là ne sont pas patriotes. Les gens qui s'enrichissent là, c'est eux qui sont des patriotes. Donc, moi, j'ai attendu ma prime, je vous dis, en avril, avec d'autres collègues, j'attendais 2 tranches de la prime. C'est-à-dire, la dernière tranche de 2019 n'était pas payée et on était en avril 2020. J'étais dans le donc, vous voyez, quand le syndicat arrive à ce niveau, c'est que on a vu une sorte de, je peux dire, manque de sincérité de l'instance en face de nous. Et on a commencé au départ cette prime, on vous dit on va payer progressivement. Les enseignants ont dit pas de problème. Progressivement, ça voulait dire on paye A, les lettres A, B, C, après on paye M, etc. Quand on a voulu commencer à nous cogner les têtes, parce que c'est ça le problème dans l'enseignement supérieur, on veut diviser les enseignants, on a commencé, on vient à A, on prend 10 enseignants, on va à M, on prend 10 enseignants, on va à Z, on prend 10 enseignants. Comme ça, quand ces enseignants seront payés, ils ne vont plus faire grève. Mais qu'est-ce qu'on, prof? Mais qui paye la prime? Nous regardons 2 ministères. Le ministère de l'enseignement supérieur, qui est notre ministère de tutelle, et le ministère des Finances. Ce sont les deux ministres que nous avons quand nous parlons de primes. Et passons maintenant aux prestations en interne. Les prestations en interne ne sont pas payées. Quand vous suivez un étudiant, je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas comment font les autres collègues, hein, quand moi je suis un étudiant en master ou en doctorat, c'est ma documentation que cet étudiant utilise, parce que vous connaissez l'état de nos bibliothèques. Nous ne sommes pas abonnés à des revues. Et tout cela, le Ben Sines négocie cela dans les instances supérieures. Mais nos collègues viennent nous voir sortir parce qu'ils ont lu seulement prime de modernisation de la recherche. Ils disent qu'ils ne sont là dehors que pour cela. On se plaint, on dit, mais à quand les vraies bibliothèques? À quand la numérisation de la recherche à l'université? Ça demande beaucoup d'argent. Maintenant, pour terminer cette sortie, je voudrais dire ceci. Le nom de cette prime, je le dis envers nos collègues et envers ceux qui, depuis un certain temps, depuis hier, passent à la télé pour raconter des choses, des fantasmes sur cette prime qui pourrait partir, je ne sais pas quoi. Si le président le veut, il s'adressera à nous. Il prendra un discours, il s'adressera à l'enseignement supérieur. Donc, je disais que le problème avec cette prime, c'est que c'est un supplément. La prime est un supplément du salaire. Il fait partie du salaire. Et lorsque vous entendez le nom de cette prime, c'est prime à la modernisation de la recherche. Quand vous voulez moderniser la recherche, vous commencez par qui? La ressource humaine de la recherche, c'est qui? C'est le chercheur, non? Vous lui permettez de vivre décemment. Alors, si je prends cette allocation pour aménager mon intérieur, acheter un ordinateur, pouvoir m'abonner à des sites qui demandent, je ne sais pas, 50, 70 euros. S'installer, quoi. Et m'installer convenablement. Ou même bien manger un bon repas. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on vient me raconter que cette prime sert à d'autres choses? Cette prime veut d'abord mettre à l'aise la première ressource humaine de la recherche qui est le chercheur. Juste pour vous relancer en une virgule, je veux dire que aussi légitime ou légal peut être votre revendication,
je veux dire qu'il peut y avoir une ou deux personnes qui ne partagent pas votre point de vue. Si, Non, mais c'est c'est pour ça que normal, nous sommes là. Vous n'allez pas leur interdire Non, on ne force pas. de l'exprimer. On ne force pas. ne force On ne pas. force pas. Bon, je voulais juste ajouter un Pour petit terminer, mot. hein, pour Je terminer, voulais puis juste on- ajouter un petit mot que des enseignants viennent poser la question sur le bien fondé ou la légitimité. Je veux vous dire que à l'université, et c'est même ça existe dans toutes les universités du monde, hein, il y a des enseignants qui enseignent. Et il y a des enseignants qui font la recherche. Merci. Et au Cameroun, ce n'est pas un secret de polichinelle. Qu'on laisse ces enseignants-là demander leur... Marcelin Bema. Oui, député. Oui, toujours sur la même question de la presse. Oui, oui, j'étais en train de vouloir dire Vous que... voulez rebondir, effectivement. Parce que j'ai levé le doigt tout à l'heure quand le prof parlait. Il a cité, il a parlé d'une certaine... Il a fait une certaine sortie là pour lui dire que le chercheur, c'est d'abord sa condition. On ne peut pas faire de la recherche si on n'est pas bien installé. On ne peut pas faire de la recherche si son enfant est malade à l'hôpital. On ne peut pas faire la recherche si le NE vient demander que vous n'avez pas Donc, pris avec le cette courant. prime, vous êtes tous au paradis, les enfants ne sont plus malades. Non, ce n'est pas cela veut dire. Ça veut dire que ça nous permet d'être dans les conditions de travail. D'accord. Et c'est pour cela qu'on a appelé la prime de modernisation de la recherche. Ça nous permet d'être dans les conditions de travail. Et ce n'est pas ici à la télé qu'on vient dire comment est-ce qu'on gère notre prime. Et puis les gens n'ont pas besoin de nous dire comment gérer Voilà, notre qui prime. d'autre vient Non, ce n'est Voilà. pas... On voit seulement est-ce qu'on travaille ou pas. Est-ce qu'on travaille ou pas. Le Cameroun est dans un chantier de modernisation. Ça, c'est la recherche. Vous croyez que les routes, le stade qu'on construit, tout ce qu'on construit, c'est quoi? C'est la recherche des universitaires. Vous entrez dans le campus, vous allez trouver ça plein là-bas. On a déposé ces recherches et qui apportent la modernisation dans le pays. Donc, venir ici, moi, je ne suis pas d'accord avec le prof qui dit qu'il faudrait qu'on justifie, ou bien ça montre que nous sommes affamés. Non, nous ne sommes pas affamés en tant que tels. Mais nous avons mérité cette prime. Et comme le prof vient de dire, il faut même qu'elle soit augmentée pour qu'on puisse faire plus de résultats. Moi-même, je suis d'accord avec ça. Dans le contexte de la recherche. L'allocation, je crois, si nous sommes honnêtes, filouterie ou roublardise mise à part, nous avons eu 75% de cette prime. Un minimum d'organisation, de rectitude morale voudrait quand même qu'on reconnaisse Nous qu'on revenons devrait sur vos propos. Je ne suis pas sûr que si nous vivons dans le même pays. Le doc Gauguin. Oui, Sur le contexte de la recherche. Oh, moi, je sais pas. Hein. Chacun sait pourquoi il est sur ce plateau. Moi, je parle au nom de ces enseignants-là. Parce que si c'est ma collègue et moi, vraiment, nous, on n'a pas de problème. Hein. Nous, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous soutiennent. Moi, je ne sais pas comment vous faites si votre femme ne travaille pas. Si vous n'avez que ce petit salaire-là. Parce que vous ne pouvez pas savoir que... Vous ne pouvez pas vivre décemment dans une maison qui coûte moins de 100 000 francs. Il n'y a même pas. Le quartier même que j'habite, je ne devrais pas habiter le quartier-là. C'est ça. Non. Le quartier que les autres collègues habitent, ce n'est pas un quartier digne de recevoir les chercheurs. Parce que le chercheur ne doit pas vivre. Et en Afrique, la recherche est très difficile. Ailleurs, vous allez voir, il a choisi. Pendant 20 ans, pendant toute sa carrière, il ne fait que de la recherche. Ce n'est pas pour rien que les autres produisent plus que nous. Parce que là-bas, la recherche est subventionnée. Chez nous, moi je me dis que ce qui se passe, c'est fait à dessein. Parce que les montants que vous avez donnés tout à l'heure, nous on n'est pas impressionnés par ces montants. On n'a même pas atteint ce qui était prévu, qui aurait dû être atteint depuis 2012. Il n'y a plus de relance depuis 2012. Il y a une sorte de stagnation. Donc le peu qu'on devrait même recevoir parce que nous sommes résilients, on ne reçoit pas. Monsieur Dipita, un chercheur, un enseignant, quand il doit écrire un seul article de 15 pages, il doit actualiser les données. Avant d'actualiser les données, il y a les données primaires. Il va sur le terrain, pour nous qui sommes dans les sciences sociales. Il doit lire ce que... Je ne peux pas écrire un article sur la femme, sur l'homme, sans savoir ce qu'on dit de la femme dans les autres pays africains, que ce soit en langue anglaise ou en langue française, je dois pouvoir lire. Je ne dois pas ignorer ce qui se dit de la femme ou de l'homme ou de je ne sais quel sujet dans les autres pays du monde, parce que la compétition n'est pas seulement au niveau national. Et pour faire ce travail, un article, vous pouvez écrire sur 3 ans. Hein. Un livre, vous pouvez l'écrire également sur plusieurs années. Pour toute sa vie. Pour toute la vie même. Moi, j'ai apporté avec moi, sans publicité, des ouvrages ici écrits par des collègues. J'ai avec moi Le pain de ma grand-mère. C'est un roman qui a été écrit pendant plus de 5 ans. J'ai la revue Abba
qui est financé par quelques enseignants de la faculté des lettres. Nous payons de notre poche 50 000 francs chacun, alors que nous avons la prime de la modernisation de la recherche. Parce que pour publier une revue comme ça, on débourse au moins 1,2 million. J'ai là le livre d'une collègue, Femmes, Paroles et Espace au Cameroun. Ce livre a été édité en Allemagne. Pour que l'auteur ait quelques exemplaires, elle a déboursé plus d'1 million de francs. Tout à fait. Sinon, Et n'étant pas, si c'est son salaire qu'elle utilise, donc quand j'entends dire qu'on ne doit pas... 500 000 au Cameroun. Oui, ça c'est au Cameroun parce qu'il y en a parmi nous qui font la promotion des éditeurs camerounais. Il y en a aussi qui passent à la télé pour se vanter d'avoir publié à l'étranger. C'est de l'art, ce sont des devises qui partent de notre pays avec une monnaie non convertible pour d'autres pays. Donc si c'était des éditeurs locaux, l'argent resterait chez nous. Et ça permettrait aussi à ceux-là de pouvoir s'en sortir. Donc, Monsieur Dipita, c'est quelque chose de fondamental qu'on ait cette prime. Les autres sont dans leur droit de ne pas avoir de problème. Parce que les gens ont plusieurs entrées. Moi, je n'ai pas d'autres entrées. Parce qu'avec mes engagements, je ne peux pas commencer à dispenser les cours à 1000 endroits. Je n'aurai plus de temps pour ma famille. Donc, on a besoin de cette prime et que, n'en déplaise à certains, pour dispenser même seulement le cours, il faut de nouveaux ouvrages. Il faut actualiser. Que vous disent vos interlocuteurs, ceux qui doivent vous payer la prime, vous les avez saisis? Que vous ont-ils répondu à ce jour? Oui, on ne s'en inquiète pas, hein, parce que le Bureau exécutif national se réserve le droit de maintenir le mot de grève au-delà du 30 ou pas. Mais pour le moment, le délai, c'est le 30. Si, entre-temps, on a payé, le Bureau exécutif national va réajuster. Moi, je dis que les gens sont dans la blague. Monsieur Dipita, chronologiquement, c'est le 15 que nous avons sorti le communiqué. Pourquoi c'est le 19 que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a sorti le sien s'il n'y avait pas de problème? Et on a dit qu'on devait payer, je suis obligé de le répéter, le 22. Quelques-uns qui touchent par billetage ont touché. Mais voilà un qui doit toucher par virement qui n'a pas encore eu son argent. Pourquoi Donc ça veut dire que, comme nous sommes le 26 et quelques-uns ont déjà été virés, ça veut dire que c'était possible de le faire. Le trimestre dernier, on a payé sans qu'aucun enseignant... tout le monde, ça ne fasse de bruit. Ça n'a pas fait de bruit. Donc tout ce qu'on demande, c'est qu'on soit payé dans les délais. Parce que cette prime-là, quoi que dise mon collègue, quand vous avez une conférence, peu importe la période, veille de la prime ou pas, vous êtes à Douala, vous devez vous rendre à Tchang, dans n'importe quelle ville du Cameroun, il vous faut un titre de transport. Il vous faut ce qu'ils appellent en anglais accommodation. Il vous faut payer pour prendre part à ce colloque parce que vous venez parler pour 15, 20, 30 minutes. Et donc, vous n'allez pas arriver là-bas comme un clochard. Moi, je dis, je m'engage par rapport à ce que les aînés ont fait. Monsieur Dipita, parlant de ce salaire, nos collègues aînés qui sont arrivés, qui sont revenus de l'Europe, ayant fait toutes leurs études en Occident, ils touchaient dans les années 2000 160 000 francs. Aujourd'hui, grâce à la lutte, à la négociation avec l'État, un assistant touche quand même 300 000 francs. Et le problème est même que nos États, M. Dipita, ne sont pas payés. Si on paye la prime interne, les prestations internes, on n'aurait pas de problème parce que les gens doivent comprendre qu'ils doivent... On n'est pas là pour servir les individus, on est là pour servir l'État. Le problème pour lequel le SINES est interpellé, c'est que ceux qui ont eu, comme ils disent, la chance de bénéficier d'un décret, qu'ils respectent purement et simplement ce que disaient les textes. Si on a dit qu'un enseignant qui a dirigé un mémoire doit avoir droit à 10 000, multipliez ces 10 000 par le nombre de mémoires qu'il a dirigé, vous les lui remettez. On ne comprend pas comment un enseignant est là, parce qu'il a eu l'avantage d'un décret, il décide dans des universités camerounaises qu'il ne paye pas. Il ne paye pas en vertu de quoi? Lui, il n'a pas son salaire. On voit des chefs d'établissement dans les universités camerounaises qui ont des véhicules. Donc, parce qu'on estime qu'un enseignant qui est doyen, recteur, doit avoir une belle voiture. Ça ne nous pose pas problème, mais qu'on nous paye nos États, ce n'est que cela. C'est ce qu'on demande et rien de plus. Et c'est notre droit. Absolument. Ok, à la suite de ma collègue, je voudrais qu'on fasse cette mise au point et qu'il n'y ait pas de travestissement de la pensée. Personne ne remet en cause le bien fondé de cette prime. Le problème est au niveau de ce manque de patience-là. Pour conclure à un dysfonctionnement, il faut un élément répétitif et récurrent. Et même dans un organisme humain, nous avons des dames sur ce plateau qui peuvent avoir connu du retard. Donc tout n'est pas réglé comme sur
du papier. Donc je crois qu'il faut qu'on soit honnête, conclure à un dysfonctionnement sur un décalage de 12 jours ouvrables. Je crois qu'il y a vitesse et précipitation et peut-être manifestement une mauvaise foi. Et puis revenons un peu pour prendre le problème dans une approche holistique. Je suis content que ce soit la collègue qui l'évoque. L'enseignant du supérieur, dès qu'il est recruté, même avec un master ou un 2A, à indice 460, je crois qu'il a 309 000 francs en net. Il a désormais. Désormais, ce n'était pas comme ça il y a 10 ans. Bon, je ne voudrais pas être nostalgique ou bien passéiste. En avance devant, laissons les ancêtres. Je ne pense pas, c'est une volonté. Le SINES n'a pas contraint le chef de l'État à décider de la création d'un comité d'affectement spécial. La preuve, c'est que tous ceux qui ont milité pour cela ont eu des postes. Je crois que le SINES, finalement, Donc, je disais donc que l'enseignant du supérieur, comparativement aux autres corps de métier, je crois que c'est peut-être un peu de gloutonnerie quand même. Parce que vous prenez l'assistant le plus bas, a au moins un revenu mensuel qui oscille entre 400 et 450 000. Aucun assistant ne gagne 400 000 francs. Aucun assistant n'a pour salaire 400 000 francs. Permettez que j'explique. J'ai dit, je prends celui qui n'est même pas à 530, qui est à 460. Il a 309 000 francs en net. Quand vous ajoutez 360, combien de mille par trimestre, quand vous faites la division, ça fait combien, madame? C'est vrai que je n'ai pas été très fort en calcul. Je prends la même chose de chargé de cours, qui est, je crois, au bas de ces échelons et à 410, plus 660 000. Il aussi entre 600 000. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Quand vous divisez 600 000 par un trimestre, plus 400 000, ça fait combien? Donc je crois qu'il y a quand même un minimum de reconnaissance. Je crois qu'on verse un peu trop dans l'ingratitude. Conclure à un dysfonctionnement de la prime après 12 jours ouvrables, je crois qu'il y a quelque chose de fébrile quand même. Ça, faudrait. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure. Mais le bien fondé de cette prime, personne ne peut le récuser. Et il reste constant que le président de la République, en décidant du compte d'affectation spéciale, c'est un acte souverain qu'il a pris. Aucun membre du SINES ne l'a obligé à le faire. Et c'est même qui gère la prime, mais sont nommés par décret du président de la République. Mais qu'on comprenne quand même 10 jours, 2 jours, je crois qu'il y a un minimum de patience. Tout ne se résume pas à cette prime. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure, au regard de la dizaine de jours du retard, vos interlocuteurs, ceux qui payent, ceux qui vous encadrent, le ministère des Finances, le ministère de l'enseignement supérieur, que vous disent-ils? Je veux dire, comment justifient-ils ou expliquent-ils ce retard de paiement? Oui, moi, ce que nous avons appris du porte-parole du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est que le retard est dû à l'arbitrage qu'il faut faire de temps en temps pour pouvoir payer les enseignants du supérieur. Ça, c'est l'argument que le porte-parole du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a donné. Et puis l'autre problème, M. Dipita, c'est ce manque de respect désinvolte de la part de la tutelle. Les êtres humains doivent communiquer. Si je dois de l'argent à mon collègue, je lui ai dit, je lui remettais, si je lui dois quelque chose, je lui ai dit, je lui remettais cela le 20. Si, quelque temps avant, je me rends compte que je ne peux pas, mais je dois lui dire. Je ne vais pas attendre le 20 pour aller lui dire, bon, vraiment, cher collègue, oh, je viens là, je suis coincé. Lui, il a cru en ce que je disais. Parce qu'il est important que les gens communiquent. Quand on ne communique pas, ça pose problème. Donc, non seulement on ne communique pas alors qu'il y a eu une entente où on dit qu'on donne un certain délai. Et moi, je me dis, il ne faut pas qu'on perde le temps à parler essentiellement de cette prime. Il y a des problèmes. Oui, non, on va relever l'ambiance générale. Avec tout ça, donc, voilà l'argument. On va relever le deuxième point du mot d'ordre de grève. Donc, l'argument qui a été évoqué justement, c'est que ce retard est dû à l'arbitrage qui doit se faire. Et donc, on s'est dit, il aurait simplement fallu que le ministère communique. Je vous dis bien, c'est depuis septembre qu'on fait des demandes d'audience auprès du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur en vain. Parce qu'à côté de cela, on a 2 collègues qui sont sanctionnés. Il va falloir qu'on parle de tout cela. Sanctionnés à cause de cette prime? Non, pas à cause de cette prime. Ils ont eu des problèmes dans les universités et des sanctions ont été appliquées
selon notre enquête, de manière injuste. Mais il faut bien qu'il y ait une délégation qui rende compte au ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, de ce qui s'est réellement passé pour voir comment résoudre le problème. Quand donc ce dialogue-là est brisé, le recours, un syndicat n'a que 2 recours, le dialogue et la grève. On ne fait pas grève parce que nous sommes contents d'aller faire grève, non. On fait grève parce que le plan A, qui est celui qui nous intéresse le plus, n'a pas été mis en exécution. On passe donc à la vitesse supérieure. La preuve en est que quelques collègues sont déjà en train d'entrer dans leurs droits. Quoique d'autres pensent qu'on n'attend pas la prime. Quand on parle de retard, vous pensez que si vous allez à l'hôpital, vous avez un paludisme, où il vous fallait qu'on vous fasse une injection parce que vous êtes en train de convulser, votre enfant est en train de convulser, on vous fait cette injection de Valium ou de je ne sais quoi, 3 heures après, mais vous pouvez mourir alors qu'il aurait fallu qu'on la fasse juste 30 minutes plus tôt. Donc un retard reste un retard. Il faut qu'on respecte les textes que les Camerounais eux-mêmes ont mis en place pour la bonne marche de leur propre pays. Dernière intervention sur la question, et puis on va parler des autres prestations. Bon, Monsieur Tongo, on s'enferme là sur la question de l'allocation, de la modernisation de la recherche. Je vous ai dit, notre mot d'ordre de grève est clair. D'accord. C'est un processus qui consiste à redonner à l'enseignement supérieur du Cameroun et aux chercheurs ces lettres de noblesse. Nous sommes dans un processus. Le Ben Sines est clair là-dessus. Pourquoi? Ce n'est pas un cadeau du président. C'est une exigence des sociétés modernes auxquelles nous appartenons tous. Vous savez, lorsque vous dites que pourquoi on organise le chant, vous savez, la réponse qu'on va vous donner, c'est que non, nous sommes un pays, nous ne sommes pas enfermés dans notre case, nous faisons partie des confédérations, etc. Et ça apporte de l'argent, ça fait ceci, ça fait cela. Ça veut dire que nous sommes dans une société donc mondialisée. Et qu'est-ce que la recherche, qu'est-ce que l'université dans cette société mondialisée? Parce que j'apprends ici que le chef d'État, c'est un cadeau dans sa magnanimité, sa gentillesse. Ce n'est pas un cadeau. J'ose faire le pari que c'est conscient en tant que président de la République, leader dans un monde mondialisé, c'est conscient de ce que l'université est devenue dans la société. Vous savez, la société d'aujourd'hui, on l'appelle la société des savoirs. C'est-à-dire que l'université, c'est l'acteur majeur des économies modernes. C'est pour ça que vous entendez, depuis 50 ans aujourd'hui, les pays dits développés se font la guerre au niveau de la recherche, au niveau des savoirs. Il faut qu'on comprenne bien, parce que j'entends le mot alimentaire, et je vous dis, à l'université, il y a des gens qui ne sont même pas venus là pour faire la recherche. Il y en a qui sont venus là, ils ont d'autres missions. Ça, c'est les chercheurs qui vous parlent, qui vous disent que dans la société d'aujourd'hui, dans la société mondialisée d'aujourd'hui, il faut financer la recherche à grands frais. C'est-à-dire que le Cameroun n'a même pas encore commencé à financer la recherche. Pour que nous puissions compétir avec les pays, ceux qui sont à notre niveau et ceux qui sont un peu plus au-dessus de nous. Et pour compétir avec ce pays, pour entrer dans cette économie du savoir, il faut que le chercheur soit bien loti. Et ce n'est pas par hasard que vous voyez des États ici en Afrique ont décidé de donner aux enseignants du primaire, du secondaire, de l'université des salaires décents. Je vous dis, dans des pays comme le Sénégal, le professeur d'université vit au bord de mer. Chez nous, tu vas à Bepanda Nyonyon, tu cherches un studio. Quelle recherche tu peux faire là-dedans? Mais tu cherches un studio parce que, contrairement à ce qu'on vous raconte ici, il n'y a pas un assistant qui a 400 000 francs de salaire. Moi, j'ai commencé avec 200 et poussières en tant qu'assistant de salaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que chercheur, maire et tout ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 300 000 francs au Cameroun aujourd'hui pour être dans des conditions, je dis bien des conditions idoines pour la recherche? Je ne parle pas d'achat des livres, je dis conditions matérielles. Je voudrais avec vous qu'on relève le deuxième parce élément. Que nous avons un point là que vous appelez, c'est quoi la recherche scientifique? Je crois qu'il y a eu un dysfonctionnement dans l'enseignement supérieur et les gens sont venus, le tout venant, ça a été un endroit pour récompenser les activistes politiques, pour placer les gens. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est une réalité. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la recherche, la vision de la recherche, la pensée de la recherche. Et tant que nos États ne vont pas mettre des sommes colossales
dans la recherche, on court dans le sac. On n'aura pas une économie digne de ce nom. On ne pourra pas compétir à l'échelle mondiale. Et pour mettre quelque chose dans le compte de notre gouvernement, je vais vous lire juste une petite partie de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur. Et c'est à l'article 2. L'État assigne à l'enseignement supérieur une mission fondamentale de production, d'organisation et de diffusion des connaissances scientifiques, culturelles, professionnelles et éthiques pour le développement de la nation et le progrès de l'humanité. Article 3. L'État accorde à l'enseignement supérieur un caractère de priorité nationale. Et enfin, l'État assure la protection de l'enseignant et garantit sa dignité. Monsieur, quand vous êtes assistant à l'université, vous prenez une moto pour aller à Logbossou, vous arrivez rouge de poussière. Vous me dites que c'est la dignité, cela? Et vous me dites que vous allez rentrer à la maison le soir faire de la recherche? On n'a pas compris les fondements de la recherche scientifique. On croit que c'est un espace où on vient, on enseigne 2 ou 3 cours, on attend une prime ou un poste de responsabilité. Non, le Cameroun doit se transformer. Et pour arriver à une transformation structurelle de l'économie camerounaise, le Ben Sines demande à l'État camerounais de mettre de l'argent dans la recherche et de sortir l'enseignement supérieur dans l'État où il se trouve. Dans nos Commence avec vous, le deuxième volet de votre revendication, tel que contenu dans votre mot d'ordre, le paiement des différentes prestations dues aux enseignants dans toutes les universités d'État. Au-delà de cette prime-là, y a-t-il d'autres paiements attendus? Oui, il y a des paiements en interne. Quand vous demandez la recherche, c'est quoi? La recherche a plusieurs dimensions. Il y a la recherche du chercheur lui-même, enseignant-chercheur, qu'il produit des articles parce qu'il doit changer de grade. Il doit arriver à un niveau très performant de la recherche. Et l'État l'attend là. Quand vous êtes entré assistant, l'État attend que vous passez chargé de cours, 1 an, je crois, 2 ans après vous avoir produit des articles. Il attend que vous passez maître de conférence, après professeur titulaire. Donc, il y a cette recherche-là. Vous devez encadrer des étudiants, c'est une recherche. Et dans ce contexte, dans ce cadre-là, c'est statutaire. Hein? Quand vous avez encadré un mémoire, vous devez être payé. Quand vous avez encadré une thèse, vous devez être payé. Quand vous avez participé à un jury, vous devez être payé. Pourquoi? Quand vous dirigez un étudiant de master pendant 3 ans, c'est un travail énorme que vous abattez. C'est votre documentation, je dis dans le contexte, notre contexte, que vous mettez à la disposition de l'étudiant. Quand c'est un doctorant, vous passez 5 ans avec lui. Il peut venir chez vous à toute heure, quand si vous voulez travailler dans votre bureau à la maison, etc. Donc vraiment, on ne peut pas aborder toutes les facettes de la recherche ici. Et ces montants en interne, ces émoluments-là en interne ne sont pas toujours payés. Je suis devant vous, je ne sais pas quand on m'a payé un seul mémoire que j'ai dirigé à l'université de Douala. Donc, je ne sais pas. Y a-t-il péril dans la demeure? Je veux dire que je relève un peu ce que Charles a dit tout à l'heure. 10 jours de retard dans le paiement d'une prime, sachant évidemment que l'État n'a pas tourné le doigt à payer cette prime-là. Y a-t-il péril à la demeure? Y a-t-il lieu véritablement de s'inquiéter au point d'initier ce mouvement de grève? Non, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter. Et puis la grève n'est pas une mauvaise chose. La grève n'est pas une mauvaise chose. Faire la grève, ça veut dire que quoi? Le docteur a expliqué tout à l'heure, ça veut dire que il y a 2 contractants. Hein? On n'est pas d'accord ou bien on ne s'est pas entendu. Et puis, si vous dites que je vous paye tel jour, vous ne payez pas ce jour-là. Hein? Et puis que il n'arrive pas à avoir accès à cela, on ne sait même pas quand ça viendra. C'est pour cela qu'on peut faire. Mais quand, dans le fonctionnement normal, la grève n'est pas une situation grave. Elle devient problématique quand, au bout de la chaîne, on n'arrive pas à s'entendre. Vous avez compris l'intérêt des enseignants. On a demandé la grève de suspendre jusqu'à paiement jusqu'au 30. On pouvait dire comme les autres que cela se fasse jusqu'à échéance. Ça veut dire même le 30, s'il n'y a pas d'argent, le lundi prochain, les enseignants vont rentrer dans les amphis et recommencer à l'école. C'est ça le problème. Il ne faut pas que les gens politisent cette histoire. Les enseignants sont en train de revendiquer quelque chose de pertinent. Cette histoire, je vous dis, si auparavant, cette prime avait coulé
comme ça coule chez les autres, on ne serait pas là aujourd'hui. Les enseignants estiment qu'ils sont dans une situation de précarité, d'infantilisation même. Parce que même aujourd'hui, tout le monde vient parler de cette grève, même les non-enseignants. Même ceux qui ne savent pas ce que nous vivons dans les campus viennent parler de cette grève dans les antennes télé pour dire qu'elle sert même à quoi. D'ailleurs, ils ne savent même pas ce que c'est que la recherche. La recherche, nous sommes là à l'université pour l'appui au développement. L'appui au développement, c'est avec ce que nous apportons, c'est dans ces conditions. Donc quand aujourd'hui les gens viennent parler, moi, je ne voulais pas qu'on politise cette histoire. Les enseignants, nous sommes dans une coopération, nous attendons quelque chose et nous demandons le minimum et qu'on puisse quand même nous donner un peu de respect. Parce que notre prime fait trop de bruit. Notre prime fait trop de bruit quand même. Tu ne peux même pas cacher, même tout le monde doit savoir que tu as eu l'argent. Après, on connaît comment la situation aussi. Il y a des fonctionnaires ici, quand ils ont la prime, tu ne sais même pas. Ça ne parle pas. Ça ne s'annonce pas à la radio. Ça ne se dit pas. Et ça passe. Nous voulons seulement que, comme cette histoire est allée au ministère des Finances, on dit bien, on est d'accord que pardon, cette période, le Cameroun vit des situations un peu délicates et que parmi les urgences, l'enseignant aussi doit être mis en urgence. Et penser que c'est aussi une situation délicate après avoir géré tout ce qu'on a géré. Il est moins urgent que le sport. Voilà. Peter, je vais vous dire que tout le monde puisse être satisfait. Le ministre des enseignements, de l'enseignement supérieur a fait ce qu'il devait faire. Il nous a dit, vous avez votre prime. Maintenant, peut-être le ministre des Finances aurait dû expliquer aux enseignants le mécanisme qu'il fait pour que cela soit libéré. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus le problème. C'est pas une nouvelle prime. Je veux dire que la question doit plus se poser. Ah, c'est pour cela que la grève se fait alors. Quand les gens disent est-ce qu'il y a opportunité de faire la grève, on aurait déjà réglé cette situation. Il m'a semblé qu'au niveau, si je m'en tiens à ce que le prof organisait tout à l'heure, et d'ailleurs les informations également que nous avons recueillies, et je le redis parce que je l'ai dit tout à l'heure, que c'est juste une question de priorisation des engagements de l'État. On ne refuse pas, c'est pour cela que nous n'allons pas faire la grève indéfiniment. Si l'État pense que c'est une affaire de priorisation, nous nous demandons aussi que les enseignants doivent aussi entrer dans cette priorisation. Un peu plus de place qu'avant. Parce que quelque chose qui fait le bruit de façon récurrente, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tout le temps, il faut que l'enseignant, on sorte un mot de grève pour qu'on paye ses primes. Moi, c'est ça le problème. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas payé. Mais chaque fois qu'il faut payer, il faut que on annonce des mots de grève. Parfois même on arrive à la grève. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'on arrive à la grève aussi. Il y a des moments où, quand on annonce, on paye les uns et les autres. Et nous, le prof vient de le dire, nous autres, on a passé 6 mois. 6 mois sans avoir cette prime. On ne savait même pas que ça allait encore arriver. À un moment donné, on commence à être inquiet. Et c'est aussi un ajout du salaire. Il ne faut pas que les gens le disent. Nous autres, nous sommes les enseignants dans les salles de classe. Et nous faisons nos recherches chez nous. On n'a pas d'autre appui. Nous comptons sur ça. Il ne faut pas que... Si les gens, d'autres personnes ont d'autres moyens, nous autres, on n'a pas assez de moyens. On n'a même pas la possibilité de trop se mouvoir. Même dans la ville, on n'arrive même pas à trop se mouvoir. Donc nous sommes là pour ça. Il faudrait que si nous avons quelque chose, nous calons notre vie sur ça. Nous faisons une programmation par an ou bien par trimestre ou bien par semestre que quand ça va venir, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Donc quand ça revient avec retard, de telle manière que quand le jour où ça vient, ça trouve d'autres problèmes et tu vois même pas que si tu as eu quelque chose de cela. Nous voulons seulement que cette histoire soit bien recadrée. Mais quand quelqu'un vous doit 50 francs... Juste en 30 secondes... dire quand même un mot à la suite de la belle intervention de mon ami personnel. Je crois que c'est peut-être pas commode de penser qu'il y a un enseignant du supérieur, un enseignant chercheur qui plus est, qui pense vivre seulement de la prime. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'enseignant cherche. Je prends juste, c'est pas possible. Nous sommes les dépositaires de savoir. Et il faudrait qu'on travaille à développer des activités génératrices de revenus. Je suis sociologue.
consultant au commissariat des Nations Unies pour le réfugié, de par ma compétence, vous êtes littéraire, il y a la possibilité de développer des activités culturelles, par exemple. Donc je crois qu'il y a quand même un certain handicap ou bien une dimension chauve intellectuelle que nous développons aussi. Chaque enseignant d'université devrait à son niveau développer quelque chose, les sociologues, les anthropologues. Donc c'est très grave ce que vous êtes non, si ce que vous dites, c'est pour, je veux dire, arrondir ces fins de mois et autres, est-ce qu'on ne peut pas penser que justement il ne se déploie pas autre mesure pour mieux se consacrer à ce qu'il fait et qu'il puisse en vivre? Monsieur Dipita, je vous le dis de l'autorité de chef d'établissement. Je sais comment ça se passe. Je sais nos effectifs, pour parler spécifiquement de l'université que je maîtrise le mieux. Et on a dit tout à l'heure, nous sommes au sein de la même faculté. D'accord. Vous ne pouvez pas, dans un département, avoir un effectif qui va du cycle licence au cycle doctorat. Il n'atteint pas 75. Vous êtes 10-15 enseignants. Je crois qu'il y a une répartition des tâches. Et je crois que le problème de fond, c'est dans ce développement-là. Et ça, je le dis de l'autorité d'avoir été chef de division même en plus. Donc c'est une faculté, je parle de ce que je maîtrise. Vous allez prendre un département. Chez nous, ils sont 34 pour un effectif de, je crois, 1200 étudiants, tous cycles confondus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a quoi de plus à enseigner? Maintenant, allez questionner le pourcentage maintenant de promotion à l'enseignement supérieur. Quels sont donc les fruits de ces recherches-là? Combien d'enseignants changent de grade par année? Je crois que le problème de fond, il faudrait qu'on assume notre formation. Et on travaille à être utile à la société et à vendre notre expertise. C'est question de vente de l'expertise. Anthropologue, psychologue, linguiste et autres, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire à côté de cela. Nous ne sommes pas dans les amphis ou dans les laboratoires d'1 heure à 24 heures. Je crois qu'il y a quand même un minimum de temps qu'on consacre, que cette recherche soit utile, qu'elle soit vendue et qu'elle puisse maintenant être une activité génératrice de revenus. Prof, la qualité du cours ne dépend pas de l'effectif des étudiants. Non, je n'évalue pas. Oui, je n'évalue vous venez de sortir l'effectif là tout à l'heure. C'est ça qui m'inquiète un peu. Le doc regarde la parole. Par exemple, quand vous avez, je prends un cas, quand vous avez 10 étudiants en master, vous êtes 6 enseignants de rang magistral. En moyenne, vous avez combien? Non, chacun fait son cours de spécialisation. Non. Chacun fait son cours et le fait. Non, répondez-moi. Je ne suis pas qualifié pour me prononcer sur la qualité. Mais j'ai dit, je prends des cas précis. Nous sommes au sein d'une université, nous sommes au sein d'une faculté. Quand vous avez 7 étudiants en master, vous êtes 7 enseignants de rang, vous n'avez qu'un seul. Or, le texte permet que vous encadrez 5. Le temps d'évoluer aux 4 autres qui ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est question d'abord... Jeannette Vaughan. Oui, merci M. Dipita de me redonner la J'aurais parole. bien souhaité qu'on parle également de l'ambiance générale dans les campus tout à l'heure. Oui, on va y arriver certainement, nous l'espérons. L'enseignant du supérieur au Cameroun est le plus mal payé de l'Afrique centrale et de l'Afrique francophone, M. Dipita. Quels que soient les montants qu'on va évoquer ici, allez au Tchad. Quand nous avons un Tchadien en face de nous, on commence à faire comme si on avait le complexe de supériorité. Ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas de salaire. Mais moi, je dis, peu importe, ils seront patients, ils seront payés un jour. On n'est pas à ce niveau. On dit juste que les enseignants au Cameroun sont les plus mal payés. Ces paiements-là tiennent aussi compte du pouvoir d'achat de chaque pays. Non, je pose juste ça. Non, pas forcément, parce que le Sénégal qui est tout à côté là, le Sénégal où on dit qu'il ne vit que grâce aux arachides, il touche mieux que nous. Ils ont des avantages que nous, les enseignants camerounais, que nous n'avons pas. La recherche est en train de perdre du terrain. Je ne veux pas savoir, C'est parce qu'au niveau du Cameroun, il y a des enseignants. Moi, je ne veux même pas faire de procès aux enseignants qui sont là. Ils ont été recrutés. Voilà. Qui les a recrutés? Ils savent pourquoi ils les ont recrutés. Nous sommes là pour défendre la recherche et rien que la recherche. Ceux qui font, par exemple, dans la recherche fondamentale et appliquée, où sont les labos? Où sont les réactifs? Vous avez des collègues en fac sciences à l'université de Maroua, à l'université de Ngaoundéré. Dans toutes les universités où nous avons les facultés de sciences, ils sont souvent obligés d'envoyer leurs échantillons dans les pays occidentaux. Donc parfois nous sommes dépendants de ce qui se passe à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait? Nous souhaitons qu'on ait d'abord des salles multimédia dans nos universités qui soient fonctionnelles, qu'on ait des bibliothèques dignes de ce nom dans nos universités, qu'on ait des bibliothèques dans nos départements.
dans nos facultés. Voilà. Parce que chaque domaine, vous allez voir des collègues, je suis obligé de parler du professeur Balana, qui fait art et spectacle. Mais ces cours-là sont pour aussi le moment support. Il faut de l'espace pour pouvoir faire art et spectacle. Voilà on fait les répétitions. Voilà les vrais problèmes pour lesquels il faut... Mais c'est pour cette raison qu'on a parlé de points saillants. On a parlé de points saillants. Il faut que les gens lisent. Il faut qu'ils lisent et comprennent le contenu du texte. On a bien dit points saillants. Être membre du syndicat qui vient. On parlait de points saillants, du dysfonctionnement, du fond. On n'est pas ici pour venir distribuer. Non, c'est tout ça. C'est tout ça. Considérant des conditions de travail, enseignement et recherche. Poursuivons le... Je crois que le présentateur peut les réviser. Il l'a déjà lu. On ne va pas passer le temps là-dessus. Moi, je parle... Non, ce n'est pas la prime. Je suis désolé. Ce n'est pas la prime. Qu'est-ce que vous voulez relever dans ces lignes? Je crois que le problème de fond, c'est la prime. Or, il y a des problèmes plus urgents, plus cruciaux et plus déterminants. Et ces figures-là, je dis par exemple, voilà. la rentrée a commencé depuis le 5 octobre. J'ai la parole. Non, j'ai la parole. Jeannette, Charles reviendra. Moi, je vais parler de l'université de Douala que je connais un tout petit peu. D'accord. La grève de 2017 qui concernait seulement les enseignants de l'université de Douala a permis que les enseignants aient des bureaux. Parce qu'avant, on n'avait pas de bureau. Non, c'était un projet du conseil d'université, conseil d'administration. Donnez mon point de vue. Laissez-moi donner mon point de vue. Mais il faut rétablir la Ce n'est pas du vérité. tout. Il faut arrêter la vérité Je quand ne sais vous aurez pas la pour qui parole, vous êtes s'il là, vous plaît. c'est votre problème. Non, Moi, non, je suis là pour parler non, des enseignants. Non, docteur. Monsieur Dipita, une seconde. Je vous donne la parole. Oui. Vraiment, je l'ai invité en tant qu'enseignant à son nom propre. Non, mais... Non, il ne représente Non, c'est son a priori. droit, hein. D'accord. Non, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est son droit. D'accord. Je respecte Donc, son tu dis ce opinion, que tu as mais dit. je dois donner la mienne. Je vous laisse poursuivre. Et je ne donne même pas la mienne. Moi, je suis porte-parole d'un corps que nous apprécions. Et eux, ils me font confiance. Je D'accord. communique pour eux et c'est pour eux que je suis là. Dans nos universités, nous deux, je reviens sur l'université de Douala. Ce n'est pas pour mettre l'université de Douala en vitrine. Encore qu'on a le droit de mettre notre université en vitrine. Chaque charité bien ordonnée commence par soi. Bien sûr. Moi, j'aimerais que quand on arrive à Douala, que notre campus soit au-dessus de ce qu'on voit à l'université de Boya, qui a été pendant longtemps une université de par l'architecture. On sent qu'on est au niveau du temple du savoir. Les Bensikines sont en face de l'université de Douala, sont à l'entrée. Le pauvre Mignebele a épée à son âme, a été écrasé à l'entrée de l'université par un Bensikiner. Et on va nous dire que quoi? 2017, nous avons eu ce bureau, peu importe par quel moyen. Nous, on a fait grève et les archives sont là. Votre média a couvert cette grève en 2017. On a obtenu les bureaux. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de toilette pour faire pipi. Je suis désolé de le dire aux téléspectateurs. Quand je suis indisposé, mes 4 jours du mois, là, le collègue, je vais aller laver les mains où? Je dois faire le tour du campus. Donc, on a obtenu cela. Le recteur, on ne voulait plus que les enseignants de FCGA, Faculté des sciences juridiques, fassent cours en dehors du campus, parce qu'il y a des étudiants et même des enseignants qui ont été agressés au niveau de Deido, parce que c'est non loin du cimetière. Depuis cette période, ça a changé. Et le recteur qui est arrivé, s'il faut parler un peu de notre université, a proposé que ces étudiants qui allaient en dehors du campus aillent à Lorbessou. Ce que nous demandons par exemple, c'est que quoi? C'est une très bonne idée, mais ça n'a pas été pensé dans sa totalité. Qu'il y ait une tripartite entre le responsable de l'institution universitaire de Douala, avec le maire de la ville et le maire d'arrondissement pour que cette route soit viabilisée. Que les bus soient mis à la disposition des enseignants. On parle de décence, de conditions décentes. Monsieur Dipita, le syndicat est même trop gentil. Nous avons le droit de demander la prime de la dignité. C'est dans notre contrat de travail. Mais le chantier est tellement énorme que c'est dans le contrat de travail. La prime de congé, on a ça. Mais les administratifs se mettent en congé. Mais c'est nous. On ne leur en veut pas parce qu'eux, ils veillent sur leurs droits. Mais maintenant, il faut que les enseignants veillent également sur leurs droits. Parce que quand on dit, quand un contrat vous donne droit à quelque chose, tout ce que nous demandons, parce que nous avons des juristes parmi nous, que ce droit soit purement et simplement respecté. Ce qui est légitime. On dépose des doléances. Nous voulons une bibliothèque avec des espaces. Un restaurant. Je ne dois pas sortir du campus pour aller acheter un pain avec l'œuf ou je ne sais quoi. Et je ne suis pas obligé tout le temps de partir de chez moi avec la gamelle pour la manger à l'université. J'ai le droit à un restaurant décent où je peux même inviter mon étudiant pour que nous échangeons parce que c'est mon heure de pause. C'est un droit. Et c'est tout ce que le syndicat national des enseignants du supérieur souhaite. Que les collègues ne soient plus obligés
de débourser de leur argent pour envoyer des échantillons en Allemagne, en Afrique du Sud, parce qu'on n'a pas les éléments nécessaires pour pouvoir faire ces analyses-là. Quand vous allez en fac sciences, moi je dis qu'en fac lettres nous sommes même bien, parce que je peux produire un article en déboursant au plus 50, disons même 100 000 francs, parce qu'on va imprimer, réimprimer pour relire. Moins de 150 000. Voilà. Mais le collègue de fac sciences, ils ont des articles. Ce n'est pas le cas. En fac sciences, ils ont des articles où c'est le million, monsieur Dipita, qu'il faut avoir. Quand vous envoyez, non, ça c'est même au niveau de l'analyse. Et il y a des revues qui ont une certaine facture, ou si vous êtes dans les sciences dures, c'est seulement là-bas que vous pouvez publier pour avoir une certaine notoriété. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas comme si on était des pleureuses ou des pleureux. Non, ce n'est pas ça. Nous disons le peu que le chef de l'État nous a accordé, qu'on nous le rétrocède. Le peu que les textes nous accordent, qu'on nous les rétrocède. Pour nos conditions de vie, qu'on ait des bureaux, on peut s'asseoir. Voilà des collègues, des nouvelles recrues qui sont là. Où est-ce qu'ils vont s'asseoir? Il faut donc nous proposons qu'on repense l'université en termes d'infrastructures. Les infrastructures sont insuffisantes. Dans plusieurs universités, les campus sont délocalisés. Certains cours sont faits 2 heures pour toute la semaine. Parce que l'emploi de temps ne permet pas qu'on ait plus de 2 heures. Donc, parfois, on est obligé de colmater nous-mêmes pour voir dans tel espace, est-ce qu'on pourrait avoir 2 heures supplémentaires. Donc, les gens ne viennent pas faire comme si on était là parce qu'on veut trop passer à la télé pour qu'on montre nos têtes. Non, ça ne nous plaît pas. J'aurais aimé être dans mon lit à l'heure-ci, comme plusieurs de mes collègues y sont. Mais il faut bien qu'on prenne le temps. Moi, je travaille parce que quoi? Nos pères se sont battus pour qu'on arrive où nous sommes. Les collègues qui étaient là en 2000, venant de l'Europe avec des doctorats, touchaient moins de 200 000 francs, M. Dipita. Aujourd'hui, ils sont chargés de cours, c'est parce qu'ils aimaient leur pays et ils avaient un savoir à transmettre. Qu'on respecte simplement ce que pour le moment nous demandons. Parce que c'est la renaissance du syndicat. Qu'on ne vienne pas nous embrouiller. On n'a pas franchi le pas. On est au début. Ça, c'est juste l'entrée en matière. Nous allons désormais veiller à ce que... Non, en fait, c'est le mot qui m'a... Ça n'a rien à voir avec un parti. Non, je suis habitué à recevoir les hommes politiques. Donc, quand il y a des thèmes comme rassemblement, quand il y a des thèmes comme rassemblement, dans les partis politiques qui les intéressent, mais on n'est pas intéressé pour le moment, M. Dipita. Nous voulons simplement des enseignements dans des conditions dignes. Même les étudiants doivent avoir des espaces plus conviviaux. D'accord. Ils doivent avoir des espaces plus conviviaux, autant pour moi. Yvette Balana, sur l'ambiance générale désormais dans les universités, le climat, vous dites dans votre rappel du mot d'ordre, l'ambiance générale délétère dans les campus des universités d'État. À quoi faites-vous allusion? Regardez le deuxième élément. L'aubaine rappelle le maintien du mot d'ordre de guerre et exige le paiement des différentes prestations dues. Le paiement des différentes prestations dues aux enseignants dans toutes les universités d'État. Okay. Vous comprenez? Ça ne peut apporter qu'une ambiance délétère. Je vous dis, lorsque vous voyez l'université... De quelles prestations s'agit-il? Je vous ai parlé de ces prestations quand vous avez enseigné, fait un master. Vous avez dirigé un étudiant en master, vous avez dirigé un étudiant en doctorat. Je vous dis, on a des collègues plus âgés que nous qui meurent dans ce pays en laissant cet argent au nom de cette fameuse patience. Il y en a qui sont morts, leurs étudiants sont passés maîtres de conférences. Avec eux, là, ils n'ont jamais reçu l'argent de ces prestations. Il y a des collègues dans les universités, et le CINES a les documents, il y a des collègues dans les universités qui ont 10 thèses dirigées sans paiement de ces thèses-là. Des choses qui sont statutaires. Hein. Je vous dis statutaires. Donc, je vous ai lu tout à l'heure la vision du gouvernement, la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, qui est, disons, dans les mots, en accord avec ce que j'ai appelé la société des savoirs. Hein? Cette société où c'est la matière grise qui est, comment on dit, l'or et le pétrole des économies. Vous voyez avec le Covid, non? Vous voyez comment les gens se battent. Ils se battent là pourquoi? Nous sommes au Cameroun, nous prenons un test Covid, une petite affaire comme ça. Nous déchirons là allègrement, on fait le test. Mais c'est parce que ça apporte, on voit là derrière écrit CE, qui veut dire quoi? Communauté européenne. Ça porte de l'argent. C'est le produit de quoi? N'est-ce pas? De la recherche, non?
Le syndicat dont le Ben Sines prend ses responsabilités aujourd'hui. Et il commence, je vous ai dit, par la ressource première de la recherche qui est l'homme, l'humain. Vous comprenez? Et même le chef de l'État a commencé par là. Pour que, vous voyez, dans cette triangulaire-là, l'État, la société et l'université, qu'est-ce qui se passe? L'État, dans sa dimension puissance publique, finance à grands frais l'université. Parce qu'il sait que c'est par là qu'il va compétir avec d'autres États. La société doit financer l'université. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une expertise au Cameroun, on ne doit pas nous dire à la télévision, et le Ben va veiller. On va dénoncer tout cela. On ne peut pas nous dire à la télévision que des gens sont venus de l'extérieur pour faire cette expertise. Je ne suis pas obligé de sortir de l'université. Vous savez, je suis un classique. Au départ, l'universitaire est à l'université. On appelait cela la République des chercheurs. Il est à l'université, il réfléchit, il développe les idées. Et ce sont ces idées aujourd'hui que les gens exploitent. On vous dit la recherche appliquée. Quand Ferdinand de Saussure réfléchissait, quand Roman Jacobson réfléchissait, quand Émile Benveniste réfléchissait, est-ce qu'on savait qu'on va utiliser ça dans tous les métiers de la communication? Mais c'est le journaliste qui vous dit, mais vous étudiez même quoi en lettres là? Il oublie que toutes les théories qui ont été développées par ces gens sont prises en compte dans son métier de journaliste. Donc je suis ce classique-là. Je suis d'abord dans cette recherche fondamentale parce que c'est elle la base. Et l'État a le devoir de s'occuper de ces enseignants-là. Parce que même dans les pays développés, il y a tout un débat là-dessus, sur la guerre entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée. On dit, mais pourquoi tu viens de faire la recherche appliquée? Qui a fait la recherche fondamentale? Qui a développé les idées? Ces gens qui font non seulement la recherche fondamentale, ils doivent être payés grassement par l'État. Vous pouvez vous coucher chez vous un matin, vous ne faites rien, vous regardez comme Newton était dans un jardin, une pomme est tombée et la loi de la gravitation en est sortie. C'est ça l'or des États aujourd'hui, c'est la matière grise. Et du coup, lorsque vous avez développé ces idées, la recherche appliquée va donc venir s'emparer de ces idées et la femme qui est au quartier, qui prend sa Nivaquine ne saura pas que c'est parce que quelqu'un un jour, l'État l'a payé grassement pour qu'il soit dans un hôtel pendant 3-4 jours et il trouve des solutions à son paludisme. Donc, dans ce contexte-là, qu'on ne nous enferme pas dans une pensée des gens qui seraient à la quête de petits sous. On n'a même pas encore et les sous et les infrastructures que nous attendons. Et ces dossiers sont déposés. Non, pas déposés. Les instances gouvernementales savent, ils savent ce que nous attendons. Maintenant, nous leur disons, vous avez commencé par le bout, c'est-à-dire qui est celui d'un salaire décent, puisque le salaire ne finance pas la recherche. Ce que j'entends sur ce plateau aujourd'hui me laisse vraiment ébahi. Le salaire, c'est pour que l'individu qui fait la recherche soit à l'aise. Sinon, je ne serais pas allé voir mon doyen pour dire j'organise un colloque, il faut financer. J'aurais économisé mon allocation pendant 10 ans pour organiser un colloque chercheur. Donc les autorités de ce pays, les autorités des universités, les doyens, les recteurs, le ministre, le président sont conscients de cela. C'est ici en bas que les gens sortent comme mon collègue disait tout à l'heure, les gens sortent pour dire, mais vous racontez même quoi? Non, l'État, je crois que l'État est conscient de cela. Mais ce que nous attendons, c'est que ce soit de manière structurelle. Pas des choses qu'on vient comme ça donner chaque jour, vous mettez là, on attend. Parce que quand quelqu'un vous promet de l'argent dans 2 mois, avant 2 mois, vous faites quoi? Budgétiser ça. Vous budgétisez cet argent, vous ne pouvez pas le budgétiser. Ce que nous voulons... Moi, venu pour avoir des contraintes, non? Ce que nous voulons... Pas de force majeure. Oui, ce que nous voulons, c'est quoi? Les autres ont ces problèmes de contraintes. Ce que nous voulons, je vous l'ai dit, c'est une transformation structurelle, programmée, permanente. Maintenant, quand il y a une crise, il faut qu'on le sache et il faut qu'on voit comment les autres subissent cette crise-là. Vous ne pouvez pas être... Vous voulez être les seules victimes? Oui, on ne peut pas être les seules victimes. Vous ne pouvez pas être à l'université. Merci. Vous voyez les gens dans le cadre dans lequel vous vivez. Vous voyez des gens mieux lotis. Je vous ai dit que moi, je ne peux pas accepter. Je l'ai dit à mon doyen aujourd'hui que je ne peux pas accepter de voir mon doyen arriver avec une voiture brinque-ballante.
Donc, il faudrait aussi que, même si ce n'est pas au même niveau, que l'enseignant, aussi que le doyen se dise, je veux voir mon enseignant arriver ici bien loti, même s'il ne sort pas. Hein? Allez-y, Charles. Oui, je suis tout à fait d'accord avec les problèmes qui sont soulevés. Sauf que là, on reste dans une vision caduque et obsolète de l'université. Nous sommes, au jour d'aujourd'hui, une université non pas seulement consommatrice, mais productrice du savoir et productrice des richesses. Parce qu'on ne pose pas la question essentielle. Quand nous attendons tous cette subvention de l'État, mais quelles sont les ressources de l'État? Ou bien pour revenir au niveau macro, quand nous réclamons telle prestation, qui de nous peut questionner les sources de revenus d'une université ou bien d'une faculté? Il y a les recettes des étudiants, il y a la subvention de l'État. Mais qu'est-ce que nous, universitaires, nous produisons dans le sens de la richesse pour aspirer aux redistributions de fruits de la croissance? L'État prend ces ressources-là où? Donc c'est cette question première, essentielle et quintessentielle qu'on devrait d'abord se poser comme universitaire. L'État prend cet argent où? Certainement pas sur le contribuable. Donc nous devrons être une université pas seulement consommatrice, productrice de savoir et productrice des richesses, et nous pouvons aspirer maintenant aux ressources de ces richesses-là. Qui de nous peut apporter la preuve contraire de ce que nous rapportons pour réclamer tel et autre? Quand nous avons 500 étudiants, il faut bien calculer les 50 000 qu'ils donnent, la subvention de l'État. Mais qu'est-ce que nous produisons? Quels sont les produits que nous vendons pour dire que nous apportons de l'argent? Ne fût-ce que sur le plan de la professionnalisation, c'est-à-dire les filières professionnelles qui rapportent un peu plus parce que les droits universitaires sont un peu plus élevés. Si nous prenons les 11 établissements, pour rester sur notre exemple, la faculté des lettres, nous avons 11 établissements. Combien de départements ont pu avoir l'ingéniosité et la créativité de développer des filières professionnelles telles que le recommande la hiérarchie pour apporter un peu de l'argent et aspirer à cela? Et je le dis parce qu'il y a des enseignants au sein de cette faculté, des départements qui ont développé et qui ont, je crois que sur l'année, un peu plus que ce que la prime rapporte parce que la filière porte, les étudiants adhèrent, et puis bon, ils sont payés à la cotation des filières professionnelles. Donc il y a un problème de créativité et d'ingéniosité qui ne nous amène pas toujours à produire, mais davantage à réclamer et à toujours réclamer. Oui, moi, je vais m'inscrire en faux un peu par rapport à un certain nombre d'aspects. Parce que vous savez, M. Dipita, les sciences sociales, dans les sciences en général, il y a comment on va appeler ça, les filières, la recherche classique. Parce que quoi? Si on prend la littérature négro-africaine, les langues françaises et la linguistique comme ils sont là, l'anthropologie avec, comment est-ce qu'on utilise ce qui est produit sur le plan scientifique dans ces différentes disciplines? Ailleurs, la seule chose qui pour le moment fonctionne un peu, c'est la chorale. Nous sommes toujours émerveillés quand nos choristes de l'université de Douala, par exemple, dans l'ensemble des universités camerounaises, les choristes chantent. Parmi eux, il y en a qui peuvent être promus, où on a des écoles supérieures où on fait la chorégraphie, la danse, le chant. Quand on voit souvent à la télé les voice kids, vous pensez que les enfants camerounais ne peuvent pas le faire s'ils sont encadrés? Où on voit les voice pour les adultes. Donc ce n'est pas comme si on ne produisait pas. Ces savoirs-là doivent être utilisés. Quand je prends par exemple le pain de ma grand-mère, qu'est-ce qui est dit là-dedans? Comment est-ce qu'on peut utiliser pour transformer la société? Les articles sont ici. Comment est-ce qu'on peut utiliser? Parce que c'est la connaissance d'abord. Il faut d'abord la connaissance. On a la femme et parole. Dans ce livre, par exemple, sans publicité, on parle de comment est-ce que les femmes se sont appropriées le chant pour pouvoir s'exprimer. Là, on parle des artistes comme Katino Ascenseur. Ces artistes de Bikutsi, de sexe féminin, les paroles, qu'est-ce qu'elles disent dans leurs chansons? Qu'est-ce que cela transpose dans notre société? Et là, on va parler de la prise de la parole de la femme. Ça veut dire que même seulement à partir de là, on peut sensibiliser les gens. Moi, je travaille dans le champ de la santé maternelle et néonatale. Si on utilise les résultats de mon travail, ça va réduire le nombre de femmes qui meurent en voulant donner la vie. Il faut vendre ça va c'est pas. Mais il y a des ministères, nous avons des ministères au Cameroun, mais on préfère parfois aller prendre, parce qu'on est dans un pays où des choses sont souvent tristes. On va prendre les gens qui n'ont pas la compétence et leur confier un certain nombre de choses. Mais vous pensez que ce sont les ressources qui manquent dans ce pays?
Monsieur Dipita, il y a des ressources. Il y en a. Et je dis, on va d'abord passer par ces filières classiques avant d'arriver à la professionnalisation. C'est comme si vous dites qu'on prend un enfant du coin mental, voilà, il faut d'abord réussir. Il faut d'abord les... Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais depuis. Il faut les fondamentaux et après on passe au niveau des filières classiques. Là où on est concret, nous prenons des exemples concrets. Nous sommes au sein de la faculté et vous savez exactement de quoi on parle. Je parle avec l'autorité d'au moins 6 ans. Il y a des filières qui portent. Qui dit le contraire? On n'est pas à ce niveau. La discussion ne se pose pas. Travail à développer. Mais, et puis nous Monsieur Dipita, il ne faut pas que quand on fait dans le rafistolage et à la fin on produit des sorties, ça ne veut pas forcément dire qu'on a bien fait ce qu'on avait à faire. Dans le département où je suis enseignante, nous sommes assis parce qu'on pensait créer une filière professionnelle. Mais mon Dieu, Monsieur Dipita, moi je ne fais pas partie des gens qui vont faire pour faire parce qu'on a vu les autres faire. Il faudrait qu'il y ait des infrastructures pour pouvoir faire. Donc, moi je ne vois pas comment un enfant va payer, un parent va payer 1 200 000 et il va s'asseoir sur les tables bancs des enfants de l'école primaire ou même dans mon village, il y a de meilleurs bancs plus que cela. Il ne faudrait pas qu'on sorte du cadre universitaire. J'estime que quelqu'un qui sort de son bureau pour venir acquérir de nouvelles connaissances, comme c'est le cas par exemple, c'était le cas à l'ESSEC, qui est un certain confort lorsqu'on dispense le cours. Je ne dois pas aller faire des cours en filière professionnelle et on écrit sur la porte d'une bibliothèque. Ce n'est pas ça la filière professionnelle. On est d'accord que ça crée de l'argent, mais que les fondamentaux soient faits et on y va étape par étape. Il y a des choses qu'on fait chez nous sans penser. Tout ce qu'on demande, c'est que ceux qui doivent vraiment penser, pensent et que les choses soient mises en place. Donc ce n'est que ça. Ce n'est pas comme si on était incapable de créer des filières professionnelles. On peut faire. On a des filières où on fait le théâtre, où on fait la danse. Vous pensez qu'ailleurs, quand on va au centre culturel, là, je ne vais pas citer les noms parce que moi, je ne suis pas pour la promotion des choses qui nous viennent de l'étranger. On peut promouvoir nos danses. Quand vous regardez les clips là, Be Proud of You, quand vous voyez les danses, plusieurs clips camerounais là, mais on est content de regarder parce que ça valorise le chant, les tenues vestimentaires de chez nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est de ça dont on a besoin. C'est de ça dont on a besoin. Mais l'université doit y participer. Et on a des experts. On parlait des droits des chanteurs qui n'arrivent pas à accéder à leurs droits. Il y a des filières, il y a la littérature qui peuvent le faire. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'université pour réclamer ce que... Moi, j'ai produit. Là, pour la production, on en a suffisamment produit. Puisque nous encadrons tous les étudiants. Quand on rentre maintenant voir ce qu'il y a dans le mémoire, c'est ça qu'il faut mettre en pratique. Quand on dit dans ce que... quand il faut chercher de l'expertise, on va ailleurs. On peut retrouver ça à tout moment dans nos universités. Moi, si vous allez à l'INSET par exemple, vous allez trouver des mémoires des gars qui ont produit. Maintenant, il faut les faire passer. Parce que quand le prof dit là que les gens ne produisent pas, les gens produisent. C'est là. Et c'est là. Maintenant, il faut maintenant que eux, les politiques, parce qu'à ce moment-là, je pense que comme lui, il est administratif, voilà, qu'ils libèrent, qu'ils mettent cette politique, hein, comme le ministre d'État a dit, la nouvelle gouvernance qui associe, voilà, qui avant d'être dans l'administration, je me suis occupé de la filière gestion des ressources humaines. Je n'avais pas de poste, j'étais qu'assistant. Oui, maintenant là, vous pouvez bien le faire. Hein, pour que les travaux produits deviennent dans la pratique, la réalité sur le terrain. Parce que les gars ont produit. Nous avons les travaux qui... à capitaliser ces doctorats que nous avons. C'est ce que demande la nouvelle gouvernance. Pour apporter, pour que ça soit rentable à l'université. C'est ce que demande la nouvelle gouvernance. C'est à vous de le mettre maintenant en pratique, vous les administratifs. Non, à mon Moi, niveau, je pense. Je crois qu'à mon niveau, c'est fait. Non, je parle des administratifs. Bon, les autres aussi doivent le faire. Si vous avez cette compétence, ça veut dire que les autres administratifs aussi peuvent le faire. Et ça ne devrait pas être posé comme problème ici aujourd'hui. Il y a les établissements qui ont leur apport financièrement. Ça dit qu'ils produisent de l'argent, ils n'attendent pas seulement que la subvention vienne ou bien autre. Et c'est ça qui fait que la gestion à l'université soit un peu plus moins soucieuse. Mais il y a aussi des établissements, parce que le deuxième point là, on est resté trop sur la prime. Mais en principe même, je pense que le véritable problème, c'est l'autre point qui demande que
les campus de l'université soient quand même des milieux viables. Voilà, puisque nous passons tout notre temps là-bas. Vous ne pouvez pas... Voilà le problème essentiel, au lieu d'avoir une vision primitivore. Allez-y, poursuivez. Bon, donc je pense que nous devons nous intéresser beaucoup plus à cela. Et le problème, c'est qui maintenant? On a instruit la nouvelle gouvernance, on a donné des orientations. Maintenant, pourquoi vous ne le faites pas? À vous de demander aux administratifs, parce que c'est à eux maintenant d'implémenter, puisque ça a déjà été conçu. Et je vous rassure, il y a des travaux des étudiants que nous encadrons qui sont de très bonnes factures, de très grandes factures. Il suffit seulement de les mettre en pratique, parce qu'en fait, c'est consigné. Et nous demandons aussi aux autres, bon, il y a les communautés de tout. Ils doivent venir chercher de l'expertise à l'université. C'est là-bas. Au lieu d'aller chercher les expertises ailleurs, ils peuvent venir à l'université. Ils vont trouver les expertises. Il y a un problème d'électricité aujourd'hui, qu'on parle. Mais il y a des gars qui ont fait des projets dessus, qui peuvent régler les problèmes de coupure intempestive d'électricité. Moi, j'ai lu des projets comme ça, à l'Institut partout là. J'ai vu des trucs comme ça là. Mais il faudrait que la politique s'intéresse à cela et que ça soit dans la pratique. Moi, je pense qu'à ce moment, l'université sera encore un peu plus libre financièrement, libre financièrement pour gérer des cas de dette académique. Oui, M. Tongo, je reviens à la triangulaire dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Pour dire qu'il y a des problèmes des universités qui sont connus en haut lieu. Et les difficultés même des universités sont connues en haut lieu. Et l'État lui-même est conscient du fait qu'il y a un pan qui ne peut pas encore être développé, c'est lequel? Vous savez, quand un pays, je ne vous donne pas le nom de ce pays, quand un pays qui a 25 millions d'habitants met des centaines de milliards, je dis bien milliards de dollars dans la recherche, et que la communauté se demande mais pourquoi tant d'argent? C'est parce que ce pays veut qu'en retour, c'est-à-dire quand il a financé, il y a une production. Il y a une échéance pour qu'en retour, la société commence à être exigeante envers l'université. Cette triangulaire dont je vous parle, c'est-à-dire que l'État et la société vous financent et à un moment donné, quand ils ont installé les conditions idoines pour que vous puissiez créer de la richesse, ils commencent à être exigeants. Exigeants à quel niveau? Par exemple, pour subventionner un travail de recherche, il faut que vous démontrez que ce travail de recherche va avoir un apport pour la société. Les autres sociétés sont déjà à ce niveau. Et notre classe gouvernante sait qu'elle n'a pas encore donné toutes les conditions, il n'a pas encore réuni toutes les conditions d'une véritable production. Pas le bricolage que nous avons dans nos universités. Je vous dis, il y a des filières professionnelles, j'ai les confidences de beaucoup d'enseignants qui vous disent, mais prof, c'est vraiment toujours la filière professionnelle. On vous dit filière professionnelle, mais ce sont les enseignants classiques qu'on décrit là, c'est eux qui font encore les cours de la filière professionnelle. Parfois même, et ça, c'est les responsables qui nous ont confié. Il n'y a pas assez de moyens pour payer les professionnels. Parce que c'est pas, quand vous appelez un professionnel, prenons un metteur en scène. Moi, j'ai créé à l'université de Douala un groupe de théâtre. Vous voyez, il n'y a même pas l'espace. Et j'aimerais rendre hommage ce soir au recteur de l'université de Douala. J'étais heureuse aujourd'hui devant le gymnase. Oui, on a vu le gymnase. Je suis arrivée à l'université de Douala en 2008 comme vacataire et recrutée en 2010. J'ai trouvé un endroit délabré avec des tables bancs. J'ai enseigné en faculté des sciences économiques et gestion où j'enseignais les techniques de communication. Je me demandais, mais ça c'est l'université. Comment est-ce qu'un gymnase où on devait faire la pratique des arts, le sport, peut être transformé en amphi? Et quel amphi? Cassé partout. Alors, quand j'ai appris qu'on allait livrer, puisque je vous dis que l'université de Douala est en chantier, qu'on allait livrer le gymnase, je suis allée aujourd'hui pour voir comment le gymnase il est transformé. Ça veut dire que, et je vais vous faire cette confidence, depuis 2 mois, si mon doyen nous regarde, il comprend ce que je dis. Je cherche une salle pour faire les arts du spectacle.
C'est-à-dire, même le gymnase, là, j'étais contente, mais il ne suffit pas. Il paraît que je devrais aller chercher de l'argent, moi-même, pour construire une salle où je vais faire les arts du spectacle. Construire une salle adaptée aux arts du spectacle, ça demande des centaines de millions de francs. Or, les arts du spectacle sont aujourd'hui inscrits dans toutes les universités du monde. Et c'est pour cela que vous voyez les gens vous vendent un cinéma, ils font entrer des devises énormes. Alors, quand vous demandez aux enseignants, je vous dis que la société ne peut pas encore être exigeante envers les enseignants d'université à un certain niveau. Enseignement et recherche classique, oui. Mais pour passer à une véritable production économique, il faut que l'État mette des moyens colossaux. Donc, dans le gymnase dont je vous parle, j'étais heureuse, mais à moitié, parce qu'on n'aura pas le jeu des lumières, on n'aura pas tous les éléments qu'un acteur doit avoir, mais je vais commencer au moins, après la grève, je vais commencer avec mes étudiants Là, c'est le politique qui parle. Oui, dans un espace décent. Donc, il y a, on bricole encore, comme ma collègue disait aujourd'hui, quand vous appelez quelqu'un qui travaille à Bonanjo, dans un bureau propre, pour venir faire les cours, dans les mansardes que je vois souvent, on photographie. Vous savez, au Cameroun aujourd'hui, on se contente de n'importe quoi. On dit, voici telle filière, que si vous voyez l'endroit, vous vous dites, mais attendez un peu. Mais comme le Camerounais a soif de diplôme, pas même de savoir et de diplôme, ils viennent, ils font l'affaire, ils valident parce qu'ils vont aller présenter peut-être dans le lieu de service, etc. Donc nous attendons que l'État et la société soient exigeants envers nous. Mais j'aimerais ajouter ceci. Le financement de l'université n'est pas la seule responsabilité de la puissance publique, c'est-à-dire l'État dans sa dimension puissance publique. Il est important que le syndicat est déjà là-dessus, qu'on travaille pour que les autres composantes de notre société comprennent d'abord ce que c'est que la recherche scientifique, comprennent qu'il faut y mettre de l'argent, hein, et quand on va y mettre de l'argent, même les privés peuvent mettre de l'argent. Les plus riches dans une société peuvent mettre de l'argent dans la recherche, parce que je vous dis, c'est un peu comme un hôpital. Pour construire un hôpital, c'est beaucoup d'argent. C'est pour ça que ma collègue qui est spécialiste de la santé dit, la santé c'est quelque chose qui coûte cher dans le monde moderne. Donc pour faire les arts du spectacle à l'Université de Douala, on a cette chose, mais c'est encore insuffisant. Mais c'était ça, j'étais très heureuse et je remercie vraiment en mon Dieu Vision ce soir le recteur de l'Université de Douala de nous avoir refait en un an le gymnase. Je vais vraiment pouvoir m'épanouir là dans cette salle avec mes étudiants. À ce moment-là, on peut, et nous avions déjà engagé cette démarche, aller dans une institution en ville, demander, vous voyez, là où l'université est, à quoi nous sommes réduites. On a écrit une lettre dernièrement que j'ai apportée au recteur pour demander à une institution de la place qui, elle, a une véritable salle de spectacle, si on peut venir au moins évaluer nos étudiants en art du spectacle dans cet espace-là. Effectivement, lorsqu'on l'aura, je voudrais terminer par là, on pourra vendre à ce moment-là des produits tels que vous les avez, plus que Nollywood du Nigeria, et qui vont vraiment concurrencer tous les produits des arts du spectacle, c'est-à-dire cinéma, théâtre, danse dans le monde. Docteur voilà. Jeannette Vauguin, on va embrayer avec le mot de la fin. On a fait 2 heures sur la question universitaire, notamment concernant votre grève, qui est en vigueur depuis le 25 janvier et qui, pour l'instant, va se poursuivre jusqu'au 30, si rien ne rentre dans l'ordre, autour de cette prime à la recherche. Alors, que peut-on retenir ce soir de tout ce qui a été dit? Avant de dire ce qu'on peut retenir, M. Dipita, je vais aller dans le sens de ma collègue. Nous étions comme des petits-enfants ce matin devant le gymnase, parce qu'on l'a vu complètement réhabilité. Nous étions vraiment émerveillés. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose, mais pour nous, ça paraît tellement grand qu'on a comme l'impression qu'on nous a donné tous de grosses voitures pour vivre dans nos pauvres quartiers là. C'était une bonne nouvelle. Et je vais quand même dire que pour pouvoir vraiment faire de la recherche, il faut une vision. Il faut une vision qui va dans le sens du développement. Et pour avoir cette vision-là, il faut d'abord commencer par l'exploitation, la valorisation et la mise en valeur de cette chose. Or, les filières professionnelles, parfois, il n'y a pas d'infrastructure suffisante pour pouvoir le faire. Mais on essaye. Mais on voudrait que ce soit fait, que ce soit bien fait, dans les règles de l'art. Et que l'expertise locale soit utilisée à tous les niveaux. D'accord.
Et pour ce qui concerne la grève, c'est bien que le ministre ait commencé à virer quelques collègues, à faire des virements dans le compte des collègues. Et on espère que Dr Mbema et moi-même, d'ici là, on aura aussi notre prime. Donc le mot d'ordre de grève reste maintenu. Et le bureau exécutif national, nous attendons ces instructions au regard du bilan qu'on va faire au courant de la journée de demain pour savoir quelle est la conduite à tenir. Docteur Mbema, mot de la fin. Oui, je suis content qu'à la fin, on se retrouve nous tous. Les syndicalistes avaient leur rôle. Pour eux, il faut continuer à revendiquer. Voilà. Nous autres, nous pensons que l'État fait assez d'efforts, beaucoup d'efforts, surtout dans la situation à laquelle on se trouve maintenant, avec des situations un peu complexes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais l'État n'oublie pas les enseignants. Et comme ça a commencé, nous continuons à rester à penser que nous allons avoir, tout le monde aura... et qu'on demande, ce que nous demandons aussi, c'est que les autorités universitaires qui puissent appliquer la gouvernance, la nouvelle gouvernance universitaire, donc pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations, des prestations académiques qui ne devraient plus être longtemps et rester impayés. Merci. Il faut que les responsables essayent de rendre le campus vivable, que les climats délétères puissent partir et que les gens vivent ensemble. Professeur Charles Gadjifnan, le mot de la fin. Bon, mon vœu, je crois que les problèmes de l'enseignement supérieur ou de nos universités sont connus. Il n'est point besoin de ressasser à longueur de journée. L'essentiel serait de travailler à apporter des solutions au lieu de pinailler là-dessus. Et je crois que les efforts inestimables, remarquables, herculéens et titanesques sont déployés par l'État. La construction d'une université est un travail de longue haleine. De mon point de vue, la vitesse est bonne. Il suffit juste qu'on soit un peu patient et qu'on soit moins primivore. Professeur Rivette Balana, le mot de la fin. Monsieur Tongor, ce que j'aimerais dire ici, c'est que l'aubaine SINES a conscience de plus en plus qu'il y a un travail de nos pères fondateurs à continuer. Nous sommes un très grand syndicat des enseignants du supérieur, et nous travaillons en retrait pour que notre société se transforme fondamentalement. Et ces discussions sont en cours avec toutes les autorités de notre pays. De temps en temps, nous sortons quand nous avons l'impression qu'on oublie que nous sommes un grand syndicat et un grand corps de l'État. Nous sommes conscients des efforts que font nos collègues. Nos collègues font des efforts, ils travaillent dans des conditions difficiles et ils produisent de la recherche. On peut discuter parfois de la qualité d'une certaine recherche, mais elle va se transformer. Nous ne remettons pas en cause ce que nos autorités font dans nos universités, particulièrement à l'université de Douala depuis quelque temps. Nous sommes conscients des efforts qui sont menés par notre recteur, par notre doyen. Nous sommes ici à la faculté des lettres et sciences humaines. Moi, en 2 ans, je vais organiser 2 fois un colloque jeune chercheur. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait depuis un certain temps. Ça veut dire qu'on est sur la voie vraiment de la transformation en profondeur de la recherche scientifique dans nos universités. Et nous sommes comme, nous avons nos enfants à la maison, et même les épouses, hein, quand tu achètes un téléphone, elles te disent qu'aujourd'hui les femmes ont les téléphones high-tech, donc nous acceptons cela, nous allons en boutique acheter, parce que madame a demandé, vous donnez à l'enfant le bonbon, il dit que non, il veut maintenant le vélo, les parents vont acheter, le SINES est dans cette trajectoire-là. Nous allons le meilleur pour l'enseignement supérieur. Professeur Rivette Balana, professeur Charles Gadjifnan, docteur Marcelin Mbema, docteur Jeannette Voguin-Fotso, je vous dis sincèrement merci d'être venu contribuer ce soir à la compréhension de la problématique de l'enseignant de l'université camerounaise, l'enseignement supérieur. Madame, Monsieur, merci également à vous. L'enjeu et l'intérêt ce soir, c'était évidemment de comprendre pourquoi nos enseignants grèvent, certainement pour un meilleur encadrement des étudiants, pour une meilleure société académique, pour qu'en profite le Cameroun. Merci d'avoir suivi cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.